Aujourd'hui sur Media Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance. Nous allons justement parler de la monétisation des médias par le biais spécifiquement de l'affiliation. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir deux fondateurs d'une solution qui permet justement aux médias de monétiser leur audience par l'affiliation, par le marketing et la performance. J'ai le plaisir donc d'accueillir Vincent et Florian Alzieux. Merci beaucoup de participer à ce podcast. Je vous laisse vous présenter. Florent, Vincent, lequel démarre? Allez Allez, Vincent, vas-y. vas-y, c'est moi qui fais les frères Alzieux. Bon, Allez. bah, donc on est les frères Alzieux, en effet. En tout cas, deux d'entre eux, parce qu'on est en fait une sacrée tripotée. On travaille ensemble depuis plus de 20 ans, puisque tous les deux, et avec d'autres amis, on avait créé en 2004 un média qui s'appelle Les Numériques, qui est un site de comparaison de produits. Et puis, progressivement, on a continué l'aventure ensemble au fur et à mesure des rachats, des évolutions de la société. Et on a pris la tête de différents médias jusqu'à ce qu'on arrive chez TF1 puis Reward, où bah, pour ma part j'étais côté édito, donc moi je suis côté vraiment journaliste avec la direction bah, un temps de Au Féminin, de d'Octissimo, de CNET, de ZDNet, de Gamecult, et Florent lui gérait beaucoup plus encore la partie business et je te passe le relais. Ouais. Donc effectivement, l'aventure, c'est là où on s'est formé en termes d'affiliation, ça a été effectivement sur les numériques et sur tous les médias qu'on a gérés au sein du groupe Unify. On va dire c'est là où on a fait notre expérience et c'est là où on va dire le projet Affilies a mûri. Et aujourd'hui, effectivement, on est cofondateur, lead cofondateur d'Affilies avec Charles et Simon, et qui on a lancé l'aventure officiellement en janvier 2023. Très bien. C'est une relation qui est, c'est pardon, une solution qui est relativement nouvelle, 2023. Pourtant, vous êtes déjà très plébiscité par les éditeurs. Est-ce que vous pensez que c'est justement grâce à votre expérience de publisher vous-même, vous avez vu de l'intérieur les problématiques, j'imagine, que vous aviez à gérer des programmes d'affiliation et c'est ça qui vous a donné l'idée de développer la solution? Est-ce que c'est selon vous ce qui fait votre force aussi aujourd'hui? Tout à fait. Alors, pour le coup, l'autre jour, on a eu une discussion avec un client anglais qui s'appelle Heavy Forums et qui nous a dit deux choses que j'ai adorées. C'est, on voit que cette solution a été pensée par un publisher, par un éditeur de contenu, et on voit que vous avez pensé à tout. Donc, ça, c'est des feedbacks qu'on adore. Et effectivement, nous, la jeunesse d'Affilies, c'est que on avait en fait historiquement des outils qu'on avait développés en interne pour les numériques. Et quand on a travaillé avec tous les autres médias par la suite, on a essayé de les exporter, de les tordre, de les faire sortir du média. Et en fait, c'était tout simplement pas possible puisque ça n'avait pas été pensé comme ça au départ. C'était trop lié à l'outil de production. Donc en fait, quand on a, nous, essayé de faire de l'affiliation, enfin qu'on a fait de l'affiliation avec différents médias, on a vu les besoins qu'ils avaient. On avait aussi, nous, l'expérience de ce qu'on avait développé pour nous à l'époque. Et donc ça nous a permis en fait de démarrer Affilies avec une double expérience, celle qu'on avait nous en tant que publisher, et celle également que Charles et Simon avaient de leur côté, puisqu'ils avaient démarré eux avec un projet de comparateur de prix dans l'univers du jeu vidéo qui s'appelait Gamer Prices, où ils avaient fait beaucoup plus d'automatisation que ce que nous on avait sur nos propres médias. Et du coup, c'est en alliant les forces d'une super équipe tech et de cette expérience édito qu'on avait avec Vincent qu'on a pu créer Affilies avec cette envie de répondre à tous les besoins qu'on avait, bah, nous, historiquement, en tant qu'éditeurs, et même en ajoutant des choses qu'on n'avait pas, nous, à notre époque, dans la granularité de lecture des performances, par exemple, qui est sans commune mesure avec ce qu'on avait à l'époque sur les numériques. Moi, je vais faire une version encore un peu différente qui est, on est la partie visible avec Florent parce qu'on vient de la presse, effectivement, on avait notre réseau et on a eu la chance que ça se passe très bien dès l'instant où les gens ont su qu'on était sur le marché avec une solution d'affiliation, ça nous a clairement ouvert des portes. Mais derrière, on a toute une équipe de développeurs absolument fantastique. On vous a parlé de Charles et Simon, mais en fait, il y a une dizaine de développeurs qui sont derrière et qui sont une équipe qui est dans le Nord. Et en fait, il y a une très bonne raison à ça. C'est que les développeurs partout en France, bon, ils ont des compétences comme on peut les trouver habituellement, mais dans le Nord, il y avait plus spécifiquement les développeurs qui étaient spécialisés dans la gestion des produits, des entrepôts, parce que c'est tout le bassin qui inonde toute l'Europe. Et donc, on a récupéré toute une équipe qui travaillait et sur l'UX et sur des solutions de flux produits, qui étaient hyper performantes, et c'est pour ça qu'on s'est mis ensemble. Donc, on a vraiment cette alliance d'une équipe hyper spécialisée dans la gestion de produits et l'UX, et bah, la partie presse et la partie métier. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Très bien. Juste pour revenir rapidement sur le numérique, c'est pas la thématique de ce podcast, mais je trouve que c'est vraiment un super exemple parce que c'est un média qui est souvent cité comme un peu la référence du média presque. Enfin, ils font du display également, mais
très axé marketing à la performance. C'était tout de même, quand vous l'avez lancé, vous aviez déjà cette vision de vouloir faire la part belle à l'affiliation. Complètement. En fait, pour le coup, euh, les numériques, c'est même créé uniquement sur l'affiliation comme modèle économique. C'était la première brique, c'est-à-dire que même un an avant qu'on démarre, le modèle économique qu'on a posé, c'était l'affiliation à une époque où, en effet, ça n'existait pas vraiment. Il se trouve que précédemment les numériques, moi j'ai travaillé sur d'autres supports et en particulier sur Tom's Hardware. Et sur Tom's Hardware, au niveau international, il y avait eu une expérience, c'était aux alentours de 2000 ou 2001, où on avait commencé à mettre quelques liens dans des articles, mais pour voir. Et l'expérience à l'époque avait été jugée décevante. Les liens avaient été retirés et j'avais pas le même regard. C'est-à-dire que les KPI que j'avais sous les yeux, moi je les trouvais hyper prometteurs. Il se trouve que dans les autres expériences passées, on avait travaillé tous les deux sur hardware.fr avec Florent et à l'époque où c'était au sein de LDLC et LDLC à l'époque c'était un petit peu un cocon à pépites. Donc, ils ont racheté Hardware.fr, mais s'y sont créés Gamecult et s'y est créé également Monsieur Prix, qui était le premier comparateur de prix professionnel. Donc, on a eu la chance de très bien connaître le fondateur qui s'appelle Saïd Saad, qui est un type vraiment extraordinaire. Et Saïd, quand on lui a présenté les numériques et notre envie de faire de l'affiliation, il avait ce comparateur de prix et on lui a demandé, est-ce que tu veux bien être notre partenaire, celui qui va nous fournir au départ la technologie de prix? Parce qu'à l'époque, c'était les comparateurs de prix qui faisaient la part belle à tout ça. En tout cas, qui l'initiaient. Et donc, on était en partenariat avec Monsieur Prix. C'est dès l'instant où on testait un produit, un appareil photo, couramment d'ailleurs, c'était plutôt ça en 2004, on avait déjà notre premier tableau de prix dessous qui était similaire à celui des premières maquettes de 2003. Et au fur et à mesure du temps, bah, c'est sous l'égide de Florent que le produit a évolué et que Florent a créé la techno, un flow. En fait, on a eu la chance aussi de bosser avec un dev qui s'appelle Jérémy, qui travaillait historiquement dans l'univers de la comparaison de prix également, et il est venu nous aider à construire effectivement la techno qui travaille aujourd'hui, qui est toujours active sur les numériques, qui s'appelle The Core, qui est en fait l'outil qui permettait d'agréger des flux, de mettre en avant enfin d'agréger tous les flux des marchands, et ensuite en reliant cet outil-là à l'admin des numériques, de pouvoir afficher en front des tableaux de prix mis à jour très régulièrement dans les pages. Et effectivement, l'affil a toujours été au cœur des numériques parce que, et c'est toujours ce qu'on promeut d'ailleurs au travers d'Affilize, on l'a toujours vu comme un service. C'est-à-dire que tu testes un MacBook comme celui que j'ai devant moi, si tu ne dis pas à ton lecteur ou à ta lectrice euh, est-ce qu'il est dispo, à quel prix, chez quelle boutique, en fait, il va te manquer une information dans ton article. Tu vas parler de la qualité de son écran, de son clavier, mais si en fait le produit coûte 100 ou 5000 euros, bah, c'est une information que tu dois avoir pendant que tu vas lire ton contenu. C'est pas en fait en quittant l'article et en cherchant sur Google Shopping derrière l'information de combien le produit coûte et même s'il est toujours vendu et s'il existe, que tu vas avoir une bonne expérience. Donc on a toujours vu ça comme une information complémentaire qu'on ajoutait dans le contenu et un service qu'on fournissait au lecteur. La personne elle vient, elle lit l'article, elle aime le produit, elle aime pas, et si elle aime bien qu'elle souhaite l'acheter, tout est intégré dans le contenu. Très bien. Donc on va commencer, enfin on a déjà enchaîné, donc c'est parfait, sur la genèse d'Affilize, donc ça on a compris. Mais Affilize, est-ce que vous pouvez nous faire le quoi, le qui, le comment, le combien, le pourquoi, en gros, le récap de vraiment ce que c'est, ce qu'on peut Ouais. faire avec Affilize et peut-être ouais, ou ce que vous proposez et pour qui. Alors, Affilize, aujourd'hui, nous, on se définit comme un performance marketing server. On est l'équivalent de l'ad server, mais dédié à l'affiliation et à la performance. Ton ad server va te permettre de gérer tout ton inventaire publicitaire. Ton performance marketing server, ton Affilize, va te permettre de gérer toute ton affiliation. Nous, on est parti du principe que Affilize devait gérer toutes les problématiques liées à l'affiliation pour un éditeur. On démarre avec l'ouverture des programmes et les connexions aux plateformes d'affiliation. Donc on est déjà connecté à toutes les plateformes du marché, les grandes en tout cas, et on est connecté déjà à plus de 1500 programmes d'affiliation dont on importe les offres dans un catalogue géant qu'on met à jour hyper régulièrement. Ça dépend des mises à jour de flux. Ça peut aller jusqu'à 5 minutes quand on requête les API d'Amazon, jusqu'à une journée pour les flux qui se mettent à jour une fois par jour. Donc ça, c'est la première étape. Donc Affilize, en premier lieu, c'est des connecteurs à des plateformes d'affiliation, des connecteurs à des programmes d'affiliation. On importe tout dans une grande base de données. La deuxième étape, c'est de permettre aux éditeurs d'afficher ces offres dans leur contenu. Donc on a mis en place des éléments front où on peut créer des widgets, des liens, des tableaux que tu vas pouvoir designer et personnaliser par Affilize
pour qu'il soit vraiment natif à ton UX et que tu vas pouvoir ensuite afficher dans tes pages. L'élément suivant, c'est évidemment le tracking qui est inhérent à l'affiliation. On est capable de traquer n'importe quel lien et surtout on est capable de le traquer très finement. Pour ça, en fait, on adjoint à chaque clic qui est fait au travers d'Affilies un identifiant unique qui nous permet de le traquer du point A au point B jusque chez le marchand et ensuite de pouvoir indiquer aux éditeurs d'où viennent leurs clics, d'où viennent les transfos, d'où viennent les conversions, ce qui permet d'avoir une vision hyper granulaire sur la manière dont tu génères ton affilié et ça te permet d'ailleurs d'optimiser ta production de contenu. Ensuite, on gère également pour les éditeurs qui utilisent nos programmes d'affiliation toute la récupération des revenus auprès des différentes plateformes qu'on redescend à l'éditeur en une facture unique. Après, on a différentes typologies d'éditeurs. On a des éditeurs qui viennent nous voir et qui n'ont jamais fait d'affiliation, donc ils vont utiliser toute la palette d'outils d'affilies. Et on a des éditeurs qui viennent avec déjà un bout de techno, des programmes ouverts. Et dans ce cas-là, en fonction de leur degré de maturité, on va adapter la plateforme à leurs besoins. Si tu as déjà ouvert ton compte à Win, ton compte Quanco, etc., on va pouvoir le brancher dans Affilies et utiliser tes programmes d'affiliation. Si c'est pas le cas, tu utiliseras les nôtres. Si tu as déjà géré de ton côté le display, des widgets, si tu as déjà créé plein de choses, tu vas pouvoir nous utiliser simplement via l'API pour récupérer des offres en brut et les afficher de ton côté. Et on a même des éditeurs qui viennent nous voir dans une optique plutôt B2B, parce qu'ils viennent chercher chez nous de la data. Par exemple, toute l'agrégation des offres qu'on a des marchands, elle est utilisée par des clients en B2B, auprès desquels ils viennent chercher uniquement un service d'accès à nos bases de données produits. Tu peux donner un exemple de cette dernière utilisation en B2B data? Alors, typiquement, on a un client qui édite une extension pour faire du paiement en 3 fois, par exemple, et des bons plans auprès de communautés. Eh bien, eux, ils ont besoin, par exemple, d'afficher des tableaux de prix dans leur extension. Et donc, pour ça, ils viennent en fait utiliser, nous, les agrégations de flux marchands qu'on fait déjà pour venir afficher ces offres des marchands avec les prix actualisés dans leur extension. Également, une autre information qu'ils viennent chercher chez nous, c'est l'historisation des prix, puisqu'en fait, nous, on historise de manière évidemment anonyme pour les marchands les prix des produits. Donc, on a comme ça 2 milliards de points de prix en base qui nous permettent de créer des graphes de prix sur les produits et qui est également utilisé par cet éditeur-là pour montrer à ses clients du coup, le prix du produit aujourd'hui, s'il est intéressant par rapport à une période précédente dans le temps. D'accord. Et vous pouvez remonter jusqu'à combien de temps? Ah bah, en fait, nous, on remonte jusqu'à temps qu'on a intégré le flux chez nous. Ok. Donc depuis la création d'Affiliés, donc de manière infinie, quand tu choisis infini, bah, tu remontes à janvier 2023, c'est-à-dire notre première existence en bêta auprès de premiers clients test. Super Comme tu l'as dit, on est intéressant. très jeune. Ouais. Mais c'est intéressant. Je posais la question parce que souvent sur les opérations promo comme le Black Friday, Mhm. on a tendance à croire que le Black Friday c'est vraiment la période de promo la plus intéressante. Et j'ai vu certains publishers justement qui publient des datas et qui disent bah en fait cet aspirateur robot il était moins cher pendant les soldes d'hiver ou d'été. Ça Et, permet. et avec un graphe, ça permet de vraiment d'afficher de manière très transparente pour l'internaute. Ah bah, en fait, non, c'est pas le bon moment d'acheter cet aspirateur robot, ou On en tout cas, trouvera il était. toujours, on trouvera toujours des exemples tels que tu les décris, en effet, Mhm. mais globalement, quand même, le Black Friday, il faut être réaliste, c'est une période où les prix sont quand même globalement plus bas que le reste de Ok, l'année, et ça permet à des gens qui n'avaient pas les moyens de s'offrir un produit les mois précédents, bah, de se le payer quand ça devient plus accessible. C'est-à-dire, il ne faut pas le considérer juste comme une opération marketing intense et épouvantable. C'est aussi le moment où les gens peuvent s'offrir un produit dont ils rêvent depuis des mois, et ils ont retardé son achat jusqu'à maintenant. Donc ça rend service quand même à des gens. ok. Mais J'ai oui, tu as vraiment pas raison. du tout de regard méprisant sur tout ça, hein. Après, Mhm. ça vient aussi de mon précédent métier, là, si on remonte encore en arrière, et ça explique aussi pourquoi l'affiliation, pourquoi la recommandation de produits avec le numérique. En fait, j'ai démarré un de mes tout premiers métiers, c'était vendeur conseil en grande surface, Ok. itinérant. Donc en fait, c'était là, on est fin 90. J'étais un coup chez Carrefour, un coup à la Fnac, et c'était les premiers rayons informatiques qui se créaient. Et j'étais le spécialiste que l'enseigne louait pour une période pour lancer ça. Et j'ai découvert à quel point les gens avaient besoin de conseils, besoin d'accompagnement. Mhm. Et c'est ça qu'on a fourni d'abord avec le numérique et que d'une autre manière, on fournit maintenant avec Affiliate. Et pour Intéressant. revenir à ce que tu disais sur les prix, effectivement, quand on a regardé historiquement la manière dont les revenus se constituaient, effectivement, on avait les soldes, hiver, été, et qui étaient les gros moments de revenus.
Ensuite, tu as le Black Friday qui est venu s'ajouter, qui a créé une nouvelle source de revenus très importante. Puis ensuite, maintenant, on a les Prime Days 2 fois par an avec Amazon, en juillet et en octobre. On a également les French Days. Et en fait, si tu veux, tout au long de l'année, maintenant, il y a des opérations qui viennent ponctuer le quotidien de nos clients et qui sont des moments de promotion très fréquentes. Et donc, est-ce qu'effectivement, au Black Friday, tu as le meilleur prix par rapport aux Prime Days de juillet ou aux French Days faites en avril? Ah oui, les prix changent tout le temps maintenant et il faut se dire qu'à chaque période de solde, il peut y avoir des produits qui sont intéressants, mais il est probable que 6 mois ou 9 mois ou un an plus tôt, il était un meilleur prix. Enfin, c'est dans le passé. Maintenant, c'est plus le cas. Je reste encore une seconde sur le sujet Ronan, pardon. Du coup, parce qu'il y a tellement d'offres, ce qu'on a essayé de faire, c'est simplifier quand même aussi et mettre des outils au service des éditeurs. Et typiquement au sein d'Affilies, ce qu'ils utilisent, c'est un outil qui s'appelle Deal, où nous, on va traquer toutes les évolutions de prix des produits et on leur met en avant les produits dont les prix viennent de baisser. Et on leur permet même d'avoir des filtres qui vont leur permettre de retrouver spécifiquement, par exemple, les deals sur les souris. Tu cliques dessus, tu vois tous les deals de souris du jour. Donc un média qui veut faire des bons plans, parce que ça sert sa ligne éditoriale chaude, et donc son SEO, ça vient renforcer et prouver à Google qu'il est pertinent et récurrent sur le secteur, il peut utiliser Affiliate pour aller chercher des bons plans originaux, vraiment dédiés à sa ligne éditoriale, et tu peux taper n'importe quel mot-clé, n'importe quelle catégorie, tu vas retrouver des évolutions de prix de centaines de milliers d'offres. Très bien. Effectivement, les applications ou les utilisations pardon, de ce genre d'outils et de services, on y reviendra un peu plus tard dans le podcast. J'aimerais, si possible, revenir, Florent, tout à l'heure, tu parlais de la facturation unique. Ouais. Est-ce que ça veut dire que si je suis publisher, j'utilise Affiliate, j'ai même plus besoin de me connecter aux plateformes pour récupérer mes commissions? Ou Alors en c'est, fait, ça dépend de comment tu es connecté à Affilies. Soit tu utilises Affilies comme un sous-réseau, c'est-à-dire que tu utilises nos programmes d'affiliation et c'est nous qui avons ouvert au préalable les programmes et c'est effectivement notre compte qui récupère les revenus associés aux commissions. Dans ce cas-là, on reverse le commission net aux éditeurs. Par contre, si toi, tu as déjà ouvert tes programmes et tes plateformes d'affiliation, on va connecter ton compte Awin, ton compte TradeDoubler, ton compte d'accord. Panco. Dans ce cas-là, c'est toi qui vas toucher les revenus. On est parfois même dans des situations mixtes où il y a un ensemble de programmes qui a été ouvert par l'éditeur, qui souhaite gérer en direct parce qu'il a des relations avec les annonceurs et qu'il souhaite maintenir, et d'autres programmes qui sont moins clés pour lui et qui du coup, il nous laisse gérer. Hmm. Donc en fait, nous, ce qui se passe, c'est qu'en fin de mois, on regarde ce que nous, on a reçu comme revenu, ce que l'éditeur a regardé comme revenu, et on fait le delta entre les deux pour qu'on puisse calculer notre commission et savoir en fait qui doit de l'argent à qui. Est-ce que nous, on a touché plus de revenus que l'éditeur? Est-ce que la com qu'on doit reverser est plus importante? Et dans ce cas-là, on refait le calcul au moment de l'appel à facture. On Compris. va mettre les éditeurs matures d'un côté. Donc ça veut dire effectivement que quelqu'un qui veut démarrer de l'affiliation, qu'on n'a jamais fait, qu'il soit sur Discord, sur Pinterest, sur YouTube, qu'il ait un WordPress, qu'il ait un site web, s'il ouvre son compte sur Affiliate, dans les 2 minutes qui suivent, il a 1500 programmes ouverts et il peut mettre des tableaux de prix ou des liens affiliés sur tous les supports évoqués. Mais 5 minutes après. Mm. Donc, comment un annonceur va garantir, est-ce que vous êtes garant pour l'annonceur de la qualité des affiliés qui sont sur votre réseau? Vous faites typiquement comme une plateforme d'affiliation, vous allez accepter ou ne pas accepter certains publishers? On a effectivement la possibilité de refuser de travailler avec des éditeurs, c'est dans nos CGU. Nous, effectivement, ce qu'on cible en priorité, ce sont les créateurs de contenu. Qu'ils soient effectivement, comme Vincent l'a dit, des médias traditionnels ou des influenceurs. Et nous, c'est vraiment notre cible principale. On cherche des personnes qui vont créer de la valeur ajoutée via des contenus à destination de leur communauté. Et c'est dans ces cibles-là que nous, en fait, on va chercher effectivement nos clients. Et donc, on a également des clients qui font du bon plan, qui font des deals, mais on cherche des clients qui vont avoir une pluralité de contenus et qui sont pas 100% coupons, 100% cashback et qui font de la production de contenu. Très bien. On parlera plus tard, effectivement. Vous publiez souvent sur LinkedIn des articles. Je crois que c'est Vincent sur ton site 3615 Vincent Mhm. aussi qui montre, ou sur votre blog Affilies, qui montre
les utilisations possibles d'Affilies pour certains types d'affiliés. Et ça ne se limite pas que effectivement au site de bons plans et de réduction. On parlera de tout ça un peu plus tard parce que ça me paraît super intéressant de voir comment des business models qui auparavant étaient compliqués à mettre en place parce que chronophage, parce que demande de dev custo, etc. Là, avec Affilies, j'ai l'impression, et j'aimerais le vérifier, si effectivement c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide de faire tout ça, ce qui pourrait éventuellement ouvrir le champ des possibles à pas mal de personnes qui, jusqu'à maintenant, voyaient l'affiliation comme quelque chose de trop galère en fait à mettre en place. Donc, C'est clairement la promesse. La promesse, elle est de simplifier l'affiliation, aussi que Affilies permet de standardiser en prenant en compte toute la complexité en fait de connexion aux plateformes, aux programmes, aux flux, la donnée et le service pour que les éditeurs aient pas à gérer cette complexité. Et puis effectivement, comme Vincent l'a dit, déployer des widgets et des liens d'affiliation où ils le souhaitent en l'espace de quelques minutes, alors qu'ils n'ont aucun investissement à faire au niveau tech, commercial, back et front d'ailleurs en tech, pour intégrer tout ça dans leurs médias et avec une solution derrière qui est euh, extrêmement bonne. Encore une fois, j'insiste sur la partie monitoring des perfs pour comprendre effectivement comment tu génères ton affiliation, ce qui pour nous est vraiment clé dans ta manière de monitorer cette ligne de revenu. Je vais même prendre un cas extrême, c'est-à-dire que tu n'as aucune compétence de dev requise quand tu utilises Affiliate. C'est du no-code à chaque fois, que ce soit pour le design ou l'intégration. Ensuite, si tu n'as pas le temps ou les compétences pour mettre toi-même l'affiliation, on a même de l'IA. De l'IA, tu en as un peu partout évidemment chez Affiliate, au sein de la construction des tableaux, dans les bases, dans tout ça. Mais pour le client même, tu as la possibilité de confier à une IA l'insertion de l'affiliation avec plusieurs formes possibles. Typiquement, tu vas avoir sur les numériques, ça va détecter le sujet dont on parle et ça va aller chercher les accessoires les plus utiles et les plus couramment achetés avec. Ou bien tu vas avoir sur ZDNet ou sur Cocottland ou sur tant d'autres, ça va détecter le produit dont l'article parle et ça génère automatiquement le widget avec les prix à jour, ça l'injecte automatiquement. Donc c'est vraiment, tu as tout qui est clé en main, jusqu'à même pour certains qui souhaitent tout automatiser, c'est possible. juste pour être clair, vous ne travaillez pas qu'avec des sites dans la tech, parce Oh, que t'as raison, ouais. bien sûr que non, 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 Parce que non. je vois souvent effectivement, alors on parle beaucoup de numérique parce que vous l'avez créé ce média. Vous êtes, mais j'ai interviewé par exemple récemment quelqu'un que vous connaissez, Jean-François Ferraud, qui travaille maintenant chez Le Point et qui avant s'occupait de la monétisation entre autres de la numérique. Et chez Le Point, ils utilisent également. Ils Complètement. utilisent, vous validez, je dis pas de bêtises, ils utilisent Affilies. On est connecté à 1500 programmes d'affiliation dans tous les secteurs d'activité, beauté, santé, finance, sport. On est en train de travailler parce que on a démarré en France en premier lieu, mais assez vite en fait, on a eu des premiers contacts avec aussi des personnes à l'étranger, notamment en Angleterre. Et on a une personne qui a rejoint l'équipe qui s'appelle Richard, qui connaît très bien notre secteur, qui a travaillé dans un autre produit qui ressemblait pas mal à Affiliate, qui s'appelait Monetizer 101, qui a été racheté par l'entreprise américaine Southern, et qui du coup, quand il a découvert notre solution, a flashé et il nous a dit, je vais absolument rejoindre votre équipe et travailler pour vous. Donc, du coup, on a aussi commencé à travailler en Angleterre et à recruter des éditeurs là-bas. Et ce qui est rigolo, c'est que ça nous ouvre aussi des champs très différents de ce qu'on avait nous historiquement. Là, on est en train de rentrer des sites de golf, par exemple, Ok. qui vont utiliser Affilies au UK. Donc, on couvre vraiment toutes les thématiques et c'est ça aussi qui nous éclate parce que effectivement, on a un historique très orienté tech, mais aujourd'hui, moi, ça m'éclate d'aller ouvrir et couvrir tous les secteurs du marché dans toutes les thématiques et de voir justement comment se comporte l'affiliation dans tous les secteurs, où est-ce qu'on va aller chercher les meilleurs CPC et comment on va aiguiller d'ailleurs nos éditeurs quand on va les conseiller vers les bons contenus à produire et les bonnes thématiques de contenu pour qu'ils maximisent leurs revenus. Ouais, et puis pour faire un pied hors tech, tu as bien raison. C'est vrai qu'on cite couramment Amazon comme étant la plateforme avec laquelle on démarre, mais maintenant je pense qu'Amazon vient de se faire dépasser par Booking.com en fait, en tant que générateur de revenus d'affiliation, Ok. en tout cas à travers Affilies. Donc voilà, nous on le constate, c'est déjà un acteur hors tech qui est leader de l'affiliation chez nous, Intéressant. J'aurais pas dit Booking effectivement. considérable. Ouais, Ok. sur effectivement des éditeurs qui sont dans le travel, Booking est totalement incontournable.
Après, sur la majorité de nos éditeurs, Amazon va quand même représenter toujours au moins 60% des revenus et reste un pilier incontournable de leur stratégie. Mais là où effectivement on conseille toujours aux éditeurs, c'est que généralement les éditeurs qui viennent nous voir ont un compte Amazon, ils ont commencé à générer des revenus avec, ils ont parfois déjà utilisé un plugin qui leur permettait d'intégrer les widgets. Et ce que nous on leur conseille toujours, c'est de leur dire Amazon c'est super, mais en fait si vous sortez d'un mono Amazon et que vous allez vers du multi-marchand, vous allez pouvoir du coup amener vos lecteurs et vos lectrices vers de la comparaison prix, et ça va avoir un double impact. Le premier, c'est que et on l'a vérifié avec un garçon qu'on a rencontré au PI Live l'an dernier à Londres, qui s'appelle Jesse, qui édite le site, le service Genius Link. Lui également l'a vérifié de son côté. Quand tu en fait commences à comparer les prix et que tu ajoutes d'autres marchands autour d'Amazon, et ben qu'est-ce qui va se passer? Tu vas renforcer les performances d'Amazon, qui en fait, quand les gens vont choisir d'aller chez Amazon, vont se dire, bah, je l'ai fait ce choix de manière pertinente, j'ai vu qu'ils avaient un très bon prix, et même s'ils sont pas forcément au meilleur prix, je sais que c'est un marchand que j'aime bien et j'y vais. Et en ajoutant d'autres marchands à côté, ben, tu vas diversifier les offres et tu vas créer du revenu additionnel via d'autres marchands. Donc en fait, on va vraiment aller nous vers la diversification en fait de la mise en avant des marchands que tu vas avoir sur ton site de notre expérience, ça va renforcer ta ligne de revenus historique qui était celle d'Amazon, plus en créer des nouvelles. En parlant d'Amazon, est-ce qu'il y a un risque que un annonceur assez important ou une plateforme d'affiliation vous dise bah Affilies, en fait, moi j'ai pas envie que vous récupériez mes offres, mes données, etc., mes flux, ou est-ce que vous avez On a, jamais eu ce genre de conversation avec Amazon ou... on n'a pas eu ce genre de conversation avec un marchand. Non, c'est plus que la Affilies, aujourd'hui, nous, on est une boîte d'outils avec un ensemble de choses, dont la logique d'être en un sous-réseau. C'est-à-dire qu'on ouvre des programmes pour le compte de tiers. Certains marchands ne souhaitent pas travailler avec les sous-réseaux parce qu'ils ont une vision de boîte noire. Ils disent, moi, je sais pas ce qui se Hmm. passe derrière le sous-réseau, j'ai pas de visibilité sur les éditeurs qui sont utilisés, etc. Nous, c'est pas le cas, en l'occurrence, on est totalement transparent. Tous les clics qui sont faits par Affilies portent dans les click ID ou les sub ID le nom de l'éditeur. Donc, on a vocation, au contraire, à être extrêmement transparent. Mais parfois, certains marchands ne souhaitent pas fonctionner de cette manière-là. On a d'autres marchands qui nous disent aussi, par exemple, je viens chez vous et je suis open pour travailler avec tous vos éditeurs, et d'autres qui nous disent, bah, je préfère sélectionner quelques éditeurs avec lesquels vous travaillez déjà pour pouvoir démarrer avec vous. Nous, on sait gérer tous ces cas de figure-là, et on sait même gérer effectivement des annonceurs qui ne veulent pas travailler avec nous en direct, mais qui viennent au travers d'éditeurs qui nous rejoignent via leur propre clé d'affiliation. Et dans ce cas-là, les offres ne seront disponibles qu'aux éditeurs qui du coup travaillent avec ce marchand. Ok, noté. Très bien. Donc on a évoqué le passé, le début d'Affilies. Aujourd'hui, demain, Affilies, ça va ressembler à quoi? C'est vous souhaitez être effectivement la boîte à outils pour les éditeurs sur Mhm. l'affiliation. Mais demain, quels sont les projets là dans les cartons que vous pouvez dévoiler et quelle est votre vision d'Affilies sur les prochaines années? Alors, il y a plein de choses dans les bacs. Le premier truc, enfin les choses sur lesquelles on est en train de travailler. Là, actuellement, on a passé beaucoup de temps sur l'international et la géotargetisation. C'est-à-dire que les éditeurs qui sont venus nous rejoindre, qui sont au UK, ont généralement 40 à 50% de leur audience, ça dépend, c'est variable en tous les médias, qui sont aux US ou ailleurs dans le monde. Donc nous, en fait, on a développé des technos pour identifier la provenance de l'utilisateur et pour pouvoir afficher des widgets localisés en fonction de là où tu es. Donc l'éditeur, lui, de son côté, il crée le widget dans sa langue d'origine. Et ensuite, nous, quand il est publié, ce widget, on va aller regarder qui le regarde. Et en fonction de qui le regarde, on va déclencher des versions secondaires de ce script aux US, en France, etc. Là, c'est un des premiers projets sur lesquels on a beaucoup travaillé cet été. Le second projet sur lequel on travaille beaucoup, c'est des projets qui vont être à destination plutôt des influenceurs et potentiellement même également de médias qui en auront besoin. On appelle ça la publication de publication. C'est qu'aujourd'hui, quand tu crées un widget par Affilies, tu vas le publier dans un contenu soit hébergé dans tes pages, soit tu vas mettre un lien sur tes réseaux sociaux, etc. Mais si tu as que un lien à mettre, par exemple, sur un réseau social et que tu souhaiterais pouvoir afficher un tableau de prix, eh bien, en fait, nous, on va te permettre, via ce lien, de renvoyer vers une page qui sera en fait hébergée par Affilies, dans lequel tu pourras ajouter du contenu, ajouter des tableaux de prix et avoir du coup, comme ça, une véritable page. C'est un peu comme quand tu publies ta page Notion, en fait, quelque part. Ok. Et ben du coup, cette publication de publication, elle va ouvrir un champ possible beaucoup plus grand pour les influenceurs qui vont pouvoir du coup partir d'un simple lien à finalement un tableau de prix
et du contenu qu'ils vont pouvoir ajouter et du coup améliorer du coup comme ça l'expérience de leurs utilisateurs. La direction dans laquelle on va aussi, et on va prendre un petit peu quelques mois devant nous, c'est qu'aujourd'hui, à Philips, il y a un petit peu un côté œuf et poule. On doit travailler avec des marchands, on doit travailler avec des éditeurs, et on veut que tout le monde bosse bien ensemble, mais il fallait bien démarrer quelque part. Donc on a démarré par les éditeurs, donc on a créé plein d'outils à destination des éditeurs pour leur permettre de créer du contenu, de créer leur lien, etc. Mais on va également proposer des choses aux annonceurs, puisque aujourd'hui, à Philips, il y aura énormément de données dedans, tous les contenus qui proposent de l'affiliation dans des thématiques, qu'est-ce qui performe bien, qu'est-ce qui performe pas bien, etc. Et les annonceurs sont preneurs également et friands d'avoir la possibilité d'accéder à ces données-là pour pouvoir mieux identifier des éditeurs avec lesquels travailler, identifier également leur positionnement sur le marché, les produits peut-être qui ne vendent pas et qui sont très populaires sur le marché. Et nous, on souhaite se positionner également là, encore une fois, comme un carrefour de rencontres entre les annonceurs et les éditeurs et leur permettre aussi de gérer une autre partie du business qu'aujourd'hui on ne traite pas ou peu, qui sont les opérations spéciales. Parce qu'aujourd'hui, les éditeurs via Affiliate font essentiellement de la performance, mais demain, on veut proposer une plateforme où un annonceur pourra venir également acheter du contenu aux éditeurs et avoir un environnement dans lequel il pourra monitorer les performances des contenus qu'il a achetés aux éditeurs via tous les outils aujourd'hui qui existent déjà dans Affiliate. Super intéressant. Ça me fait penser à un projet que j'ai envie de développer. Et ça m'étonne pas que vous l'ayez identifié aussi parce que j'en parlais avec justement Romain Leglève qui est directeur des partenariats et de l'affiliation chez NordVPN. Et je lui demandais quel est ton plus gros problème entre guillemets dans ton job aujourd'hui. Il me parlait, il m'expliquait que c'était Publisher Discovery. Et il a utilisé un outil, il n'était pas tout à fait satisfait. Donc c'est identifier les affiliés, mais c'est aussi aller plus loin et faire des deals avec eux qui vont au-delà de la performance. Et effectivement, j'avais eu l'idée de développer une espèce de une marketplace en fait où annonceurs et éditeurs se connectent et on a un éditeur A qui dit bah moi pour le mois prochain j'ai un emplacement en sponsor avec de la file, etc. Donc ouais, je pense que là-dessus il y a une belle opportunité et alors les plateformes d'affiliation le gèrent, mais c'est très c'est via leur account manager, c'est des coups de fil, des emails. Il n'y a pas vraiment de base qui regroupe tout le monde et qui dit bah voilà, éditeur A fait ci, annonceur A ou B veut ce type de deal pour pousser ce type de produit, etc. Et même sur LinkedIn, d'ailleurs, il faudrait que je vous mette en contact. Je vous enverrai un email après. Il y a une personne qui a déjà commencé à développer un espèce de CRM effectivement de gestion entre les annonceurs et les affiliés. Pour l'instant, d'après ce que je comprends, il a une agence de gestion d'affiliation. Donc il aide les annonceurs à trouver des affiliés, mais encore une fois très manuel. Mais ça m'étonne pas qu'effectivement avec la puissance de données et tous les contacts que vous avez chez Affiliate, ça aurait beaucoup de sens. Bah, là où on a de la chance, c'est le bon endroit où on est. C'est-à-dire qu'une plateforme, quel que soit le réseau de clients qu'elle a, elle verra que les performances de son réseau. Nous, on a toutes les plateformes, on a Amazon, personne d'autre. Donc, on a une vision globale sur le comportement réel des éditeurs et les thèmes concernés qu'on peut trouver ailleurs nulle part, en fait. Et Affiliate a vraiment vocation à permettre une meilleure mise en relation entre les plateformes d'affiliation, les éditeurs, les marchands. Nous, ce qu'on veut proposer, c'est des outils pour que tout le monde travaille mieux ensemble. On veut pas être un intermédiaire avec une barre de passage, tu vois, obligatoire. On veut vraiment donner les outils aux éditeurs pour qu'ils fassent mieux de la file, aller potentiellement aussi vers les plateformes et les marchands pour les aider à mieux identifier au sein du réseau d'éditeurs des opportunités pour générer plus de revenus. Et on veut vraiment qu'Affinis devienne ce carrefour où là, tout le monde puisse se rencontrer et tout le monde puisse mieux travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, quand tu travailles avec, en tout cas seul avec toutes les plateformes d'affil, tu as une complexité d'agrégation de la donnée, en fait, qui est hyper vague, hyper vaste, pardon. Tu as une complexité de gestion aussi des informations qui te sont redescendues. Tu reçois des informations de partout, dans des formats différents. Et nous, ce qu'on veut, c'est simplifier ça. Vraiment pour que ce soit facile d'identifier les bonnes opportunités et identifier les bons produits, les bons services à mettre en avant dans tes contenus. Et de l'autre côté, pour les marchands et les marques, d'identifier les bons éditeurs avec lesquels bosser. Alors je vais dire quelque chose, je pense que je connais déjà la réponse, mais juste par curiosité, parce que vous dites aujourd'hui que vous êtes un sous-réseau.
Donc en gros, vous passez par les plateformes d'affiliation. Mais demain, vous aurez déjà toutes les relations avec les annonceurs, toutes les relations avec les publishers. Qu'est-ce qui empêche Affiliate de devenir la méta plateforme d'affiliation qui regroupe tout le monde sans passer par les plateformes d'affiliation en proposant un tracking interne? Alors, les plateformes d'affiliation font un travail très important qui est celui déjà d'animer commercialement tous les programmes. Donc, ils vont aller chercher les marchands, ils vont leur proposer des opérations commerciales, ils vont animer commercialement ça. Ils ont également tout un tracking des ventes qu'ils vont recouper avec l'annonceur pour s'assurer qu'effectivement le tracking est fait correctement et que les revenus redescendent bien auprès des éditeurs. Toute cette partie-là, ils le font déjà très bien. Il y a déjà énormément de plateformes d'affiliation. C'est pas là où nous on se positionne aujourd'hui. Cette partie-là du travail, on la laisse aux plateformes et nous on a d'ailleurs même besoin d'elles. On recommande à tous les marchands qui viennent nous voir d'aller s'enregistrer sur des plateformes d'affiliation, puisque pour nous, en fait, c'est beaucoup plus simple de se connecter à Quanco et à tout leur tracking de vente qu'ils font sur l'ensemble des marchands avec lesquels ils travaillent. Si chaque marchand qui venait nous voir, on devait déployer un tracking non seulement des ventes par marchand, si en plus ils n'ont pas de plateforme d'affiliation, ça deviendrait ingérable. Aujourd'hui, pour nous, les plateformes d'affiliation font partie de l'écosystème avec lequel on travaille et on renvoie même d'ailleurs toutes les marques qui viennent nous voir vers des plateformes d'affiliation pour qu'ils ouvrent des programmes. Ouais, notre Ok. métier, tu vois, c'est vraiment de créer les tableaux de prix, de centraliser les informations et même de comprendre aux éditeurs comment ils génèrent des revenus. Parce que le but, c'est pas seulement de générer des revenus. Quand tu sais que tu fais 10 000 € par mois, c'est très intéressant de savoir en fait quelle page a généré ces revenus-là. Et ça, tu le sauras jamais sur aucune plateforme. En revanche, avec Affiliate, grâce au système de tracking qu'on a, ça va te permettre de savoir que cette page a généré ses revenus, mais plus fort encore que ça, cet ensemble de pages qui évoquent, eh bien, on va dire, je sais pas, par exemple, les sneakers, a généré tant de revenus. Donc, tu sais tout d'un coup que tu es compétent dans les sneakers et que les sneakers te rapportent en moyenne 30 centimes, alors que les chaussettes t'en rapportent 5 et que tu as plus intérêt, en fait, à suivre l'actualité des sneakers que des chaussettes. Et on a déjà vu ainsi des médias qui, en utilisant de tels tags sur Affiliate, ont complètement changé leur ligne éditoriale. Hmm. Parce qu'ils ont réalisé que la constitution de leur chiffre d'affaires n'avait rien à voir avec leur idée préconçue qu'ils avaient et qu'ils avaient tout intérêt à travailler différemment parce que leurs lecteurs n'étaient pas là où ils les imaginaient. C'est-à-dire que audience et génération de revenus, ce n'est pas toujours lié. Hmm. Donc c'est une meilleure lecture de comment tu génères de l'affiliation. Et du coup, notre métier, c'est aussi d'accompagner ces éditeurs à en générer plus et à faire mieux leur métier, en fait, et à le développer. Et à accélérer, surtout à accélérer hyper fort. Très clair. Aujourd'hui, en tant qu'éditeur, est-ce que je peux voir également les performances ou peut-être les produits qui sont en train de devenir tendance, qui génèrent des bons EPC, mais qui sont pas encore trop mainstream, qui sont pas encore trop diffusés. Et comme ça, effectivement, comme tu disais Vincent, je peux orienter ma stratégie de contenu et me dire, ah bah tiens, là, il y a je sais pas, il y a cette nouvelle cafetière qui est en train de générer des super performances juste chez quelques éditeurs. C'est intéressant de me positionner dessus. Est-ce que je peux avoir accès à ce genre de... Alors, pas exactement sous cette forme. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller piocher des informations chez un de nos clients pour les mettre chez un autre. Ça, c'est hors de Hmm. question. Tout est ultra siloté. En revanche, c'est typiquement un des travaux de l'intelligence artificielle qu'on a, qui s'appelle Magic Match. Magic Match, quand tu lui demandes d'aller chercher les accessoires les plus achetés en lien avec un smartphone ou avec un robot ménager, là par contre, oui, ça va te générer D'accord. automatiquement ces listings d'appareils et te générer le carrousel nécessaire. Hmm. Donc tu vas automatiser en effet les tendances d'achat de certains lecteurs qui sont concernés par un type de produit. Nous, on a également dans la partie deal, tu vas avoir cette détection des baisses de prix et donc des deals les plus intéressants à pousser. Et ça, dans les projets, c'est quelque chose qu'on va améliorer avec, effectivement, tu as raison, les tendances, non pas chez nos clients, mais plutôt de manière plus ouverte encore. Et on pourra aller très spécifiquement sur des terrains pour aller sur des niches si on en a envie. Donc ça fait partie des choses dans les bacs avec des ambitions fortes d'ici le Black Friday. Déjà là, en fait, tout l'été, il y avait une grosse ambition pré-Black Friday, les Hmm. franchises, mais on met en place tous les outils pour permettre aux éditeurs de réussir cette période-là Et tu as et de raison, se effectivement, distinguer. la découverte de nouveaux produits via Affilize est un élément qui, je pense, sera très important. Aujourd'hui, déjà, c'est très simple de trouver un produit vendu chez de multiples marchands. Tu peux en fait soit aller dans notre base de données et chercher avec des mots-clés, et là, tu as accès à toutes les offres structurées par EAN,
soit tu peux directement copier-coller une URL d'une boutique dans Affilies, et dans ce cas-là, on va retrouver le produit qui est derrière cette URL et te proposer tous les autres marchands qui le vendent. Donc ça, c'est la facilité de découverte de produits, mais que tu connais déjà, parce que c'est toi qui es allé les chercher, soit par mots-clés, soit sur un marchand. Mais effectivement, cette section deal et tendance, deal and trends qu'on a, on souhaite qu'elle soit également une possibilité pour les éditeurs de trouver des nouveaux produits dont ils vont parler. La première approche qu'on a développée, c'est la baisse de prix. Mais la deuxième approche, la deuxième composante qu'on va ajouter, effectivement, ce sont les tendances de top vente chez les marchands du secteur qui pourront effectivement venir orienter la remontée des produits dans cet élément-là. Et j'insiste sur un point, effectivement, et Vincent l'a déjà évoqué. Par contre, il y a des silos dans chacun des éditeurs. Tu vas pas pouvoir venir nous voir et nous dire tiens, petit copain, ils vont quoi comme produit, je veux pouvoir les reproduire chez moi. Ça, c'est hors de question. Il n'y a pas de partage d'informations entre éditeurs sur Affiliate. Très bien, très clair. Avant de passer à la prochaine partie de ce podcast, qui va être plus sur l'état des lieux du marché de l'affiliation, est-ce que vous pouvez partager quelques chiffres, des stats, avec combien d'éditeurs vous travaillez, le volume d'affaires et surtout quel est le modèle économique? On l'a pas encore mentionné jusqu'à présent, puisque Affilies est un outil qui est gratuit. Il n'y a pas c'est pas un SaaS payant, mais bon, vous avez forcément un modèle économique, donc je vous laisse l'expliquer. Allez, Florent, t'es le boss du modèle économique. Je te laisserai revenir du coup sur le nombre d'éditeurs, etc. Mais nous, effectivement, le modèle économique qu'on a choisi sur Affiliate, c'est le partage de revenus avec les éditeurs. On n'a pas souhaité mettre de barrière à l'entrée avec un abonnement ou des frais fixes à payer. On voulait que les éditeurs puissent se dire, bah, effectivement, j'ai peut-être tenté l'affiliation il y a quelques années, ou j'ai essayé un peu, ça rapporte pas grand-chose, donc je n'ai pas envie d'y aller. On leur a dit, écoutez, nous on fait le pari, on va gagner de l'argent ensemble. Et on sait que c'est possible, parce qu'on l'a déjà fait auprès d'un certain nombre de médias. Donc quand tu t'inscris sur Affilies, on va te proposer un deal de partage du revenu à 80-20, 80 pour l'éditeur, 20 pour nous, et on va grandir ensemble. Donc du coup, ça c'était notre point de départ. Après, on a des éditeurs qui sont venus nous voir de différentes tailles. Nous, on est capable également de trouver des business models adaptés en fonction de ta taille, parce qu'effectivement, si tu génères des millions d'euros d'affiliation, c'est pas pareil que si tu en gères quelques dizaines d'euros. Et on sait s'adapter après en fonction des demandes de nos éditeurs pour trouver aussi des deals ad hoc quand il y a besoin. On a une partie conseil, donc certains éditeurs nous demandent d'avoir du coaching en fait, donc ça on facture du conseil de prestation. Et on a la partie B2B dont je te parlais tout à l'heure, où là il y a de la mise à disposition de data avec des deals ad hoc au forfait pour du coup utiliser certaines briques d'affiliés. Donc on mélange un peu tout ça. Très clair. Et il est possible également, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Aujourd'hui, la totalité des outils d'affiliés sont disponibles pour les éditeurs qui sont inscrits. Demain, il est possible que certains outils deviennent premium et par contre viennent avec un coût supplémentaire mensuel si tu souhaites les activer. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaillera, mais c'est plutôt à l'objectif de 2025, avec encore une fois des nouveaux outils qui vont arriver, qui pourront être cette fois-ci derrière un service premium. Je n'étais pas au courant que vous offriez du coaching. Est-ce que tu peux du consulting? Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un éditeur qui vient vers vous et vous dit j'ai besoin C'est pas de forcément vous? de citer le nom du groupe, mais c'est plutôt des groupes, en effet, dans ce cas-là, Mhm. qui ont besoin d'un consultant externe et qui se disent que pour la lecture des KPI, pour l'analyse en fait des performances, c'est bien d'avoir un œil externe. Et pour le coup, je comprends la démarche et aujourd'hui, si j'avais dû démarrer comme ça des médias avec une ambition forte, j'envisagerais sérieusement ce type de choses parce qu'il y a des réflexes à avoir et puis des erreurs d'interprétation à éviter. Ça permet également d'aller mieux paramétrer tous les tags, de mieux lire, de préparer aussi des événements. Tu vois, typiquement, tu as les soldes qui arrivent, et ben c'est mettre en place un plan de bataille sur comment on l'attaque, quelle fréquence, qu'est-ce qu'on fait à minuit pile, qu'est-ce qu'on fait à 8 heures, qu'est-ce qu'on automatise, qu'est-ce qu'on met en manuel, quelle fréquence, quels sont les volumes qu'on vise. C'est se fixer en fait des objectifs vraiment mesurables et vérifier après les résultats. Très clair. C'est vrai qu'un média qui a la tête dans le guidon et surtout sur des périodes comme le Black Friday, c'est un peu infernal en fait C'est de plus que la gérer. tête dans le guidon, c'est plutôt, en fait, aussi pourquoi Affilies existe maintenant, il y a eu une claire accélération au moment du Covid. Le Mhm, Covid, tout d'un coup, la France a découvert que les achats en ligne ont accéléré. mhm. Alors c'est très bien, mais en fait, ça a encore plus accéléré en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, avec beaucoup de groupes qui ont communiqué sur le fait que désormais, 25% de leur chiffre d'affaires se fait à travers l'affiliation. France,
Si on a 5%, les groupes sont bien contents. Parce que les Frandroid, les Clubic, les jeuxvideo.com, c'est quand même, et évidemment les numériques, c'est des exceptions en fait dans le marché. On Hmm. peut pas les considérer comme représentant le reste du secteur. La tech a eu de l'avance. C'est pour ça qu'elle revient si souvent dans nos bouches. Mais tout le monde a pris conscience que la presse est malmenée par la publicité, que si elle veut trouver des relais de croissance, en tout cas, il y en a un qui a été clairement identifié, c'est l'affiliation. Et l'affiliation, en plus, c'est complètement dans la nature même de la presse. La presse, elle est prescriptrice. C'est comme ça qu'elle a été inventée. C'était de la prescription, c'était du relais d'information. Donc du coup, c'est parce qu'elle est déjà prescriptrice, c'est tout simplement percevoir un revenu lié à ça, tout en conservant la liberté de recommander ce qu'on veut. Donc c'est ne pas se lier ni à un shop ni à une marque, mais simplement percevoir un revenu néanmoins sur la recommandation faite. Très bien. Est-ce que Vincent, tu peux du coup Bien nous sûr. présenter le nombre d'éditeurs avec lesquels vous travaillez Alors, en éditeur actif, on en a une grosse centaine maintenant. Donc on est entre 100 et 200, sachant que derrière un éditeur, par contre, eh ben, tu as parfois plein de médias. Tu vois, typiquement, l'un de nos tout premiers clients par notre historique, c'était Groupe Free World Media. Et quand je dis qu'il est un client, en fait, tu as 70 marques derrière. Hmm. Donc, voilà, quand je te dis qu'on a 70, enfin une grosse centaine d'acteurs comme ça qui sont actifs, ben, parfois, c'en est un qui représente 70. Beaucoup, ça va représenter, je pense, la moyenne de chacun, ce sera aux alentours de 2, 2,5 peut-être. Donc, on peut doubler ce chiffre pour avoir le nombre de médias vraiment, vraiment présents. Après, chaque média a généralement plusieurs canaux. Donc, il va être présent sur son site web, il va être présent sur son Discord, sur son YouTube et sur ses réseaux sociaux. Nous, quelque part, ça fait encore de la multiplication de médias parce que nous, il faut qu'on gère la génération de revenus sur chacun. Après, sur le chiffre que chacun va générer, on en a qui sont hyper petits. On va avoir des blogs, en fait. Typiquement, dans le voyage, on a des blogs de voyage qui vont faire de la recommandation d'équipements, des chaussures, des sacs à dos, etc., jusqu'à des médiathèques où, typiquement, tu vois, un média comme Clubic nous a rejoint et a fait des choses absolument formidables en automatisant grandement la génération des tableaux et pour comprendre comment il faisait beaucoup mieux de l'affiliation et accélérer. Euh, et donc, on a quelques médias comme ça qui, eux, sont à plusieurs millions de chiffres d'affaires d'affiliation. Donc, tu as une grande, grande disparité de comportement. Et après, tu as aussi des disparités dans la composition du chiffre d'affaires. Par exemple, on a un média qui fait 60% de ses revenus sur YouTube, 40% sur son média. YouTube a une vraie tendance. On a de plus en plus d'acteurs qui vont générer des revenus dessus. Après, ils utilisent une fonctionnalité particulière d'Affilies parce que mettre de l'affiliation sur YouTube, au départ, c'est pain in the ass quand même. Hmm. Et sur Affilies, en fait, tu as une fonction où tu peux tout copier ton affiliation sur un bouton et ça te copie tous tes liens, tous tes intitulés et tu le colles dans ta description. Donc en fait, ce qui prenait généralement une demi-heure, une heure de manière hyper pénible, se fait maintenant en 15 secondes. Donc c'est aussi pour ça que ça se développe sur YouTube. On a eu la chance également d'être en lien avec Pinterest Europe, qui a décidé de whitelister tous les liens d'affiliation d'Affilies. Donc là, à nouveau, ça nous ouvre un réseau social qui est typiquement dans la prescription, dans la recommandation de produits. Donc ça, c'est formidable aussi. Et puis, la belle surprise, ça a été qu'on a inventé un outil sur Discord où tous les liens qui y sont postés par soit des shops qui passent et qui viennent mettre en avant leur promotion, soit des lecteurs qui font de la recommandation de produits, on les affilie à la volée. Et donc, on a des médias qui maintenant génèrent une partie significative, ça va de 20 à 60% de leurs revenus dans ce cas-là sur Discord. Automatiquement en plus. Via un bot, en effet. Ouais, donc pour bien comprendre, moi par exemple j'ai envie de faire une recommandation de produit, je prends l'URL brut Ouais, et le bot va transformer directement. Ok, ouais, j'ai pas besoin oui, de. Ah ouais, donc rien c'est du tout. super Et puissant. même, tu as deux paramètres au choix. Soit ça t'affilie ton lien de manière assez simple, ça te le rend plus joli quand même. C'est-à-dire que ça te met le nom de la boutique, ça te met le prix, ça te met des petits éléments assez sobres. Ou bien ça peut même te le transformer à la volée en tableau de prix avec carrément aussi le graphe de prix que tu peux afficher. Et ça, toujours automatiquement. Donc tu Ok. fais le choix, soit juste affiler ton lien, soit tu le transformes à la volée en tableau de prix avec graphe de prix. Très bien. Bah, écoute, tu me tends une perche là parce que je voulais passer à la partie sur l'état des lieux du marché de l'affiliation, mais vu que tu as mentionné Discord, Attends, j'ai YouTube, oublié un client Pinterest, essentiel. Fait plus il est vas-y, gros, je moins t'en on voit prie. la forêt en fait. Hein. Quant.
En fait, ce merveilleux moteur de recherche français qui, Mhm. si jamais vous l'utilisez pas, je vous invite à le réessayer parce que c'est vrai que ceux qui avaient de mauvaises expériences par le passé peuvent recommencer. Il se trouve que on se partage avec Bing la génération de l'affiliation sur compte et on en est hyper fier, hyper content. Et ça nous ouvre également de nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire que ça veut dire que demain, n'importe quel site avec un moteur de recherche au sein de son site, eh bien, on va pouvoir générer de l'affiliation avec lui. Parce que typiquement, je reviens par exemple sur un site tech parce que ça m'est plus facile. Tu vas lancer une recherche sur une enceinte particulière, le site ne l'a pas forcément testé et on sera néanmoins capable de montrer combien le produit coûte et où. En fait, pour expliquer un peu plus ce qu'on a fait chez Quant, on a fait un petit pas de côté par rapport à ce que Affilies était au départ. Affilies, effectivement, était dédié aux éditeurs. Les éditeurs venaient chez nous, chercher des produits, des services, créer des widgets pour les publier dans leur contenu. Là, dans le cadre de Quant, on est dans un modèle un peu différent. On reçoit une query utilisateur qui est donc tapée dans Quant, euh, enfin rien, selle de cheval à Fontainebleau. Dans ce cas-là, nous, on va prendre cette requête, on va la rapprocher de la base des produits et des services d'offres Affilies. On va identifier les bons produits et les services et on va retourner tout ça par API en moins de 300 millisecondes des produits et des services à formater dans deux formats sur compte, des product cards, donc c'est des éléments que tu vois en vignette sous la recherche, et des text ads, donc c'est des ads textuels qui vont venir s'insérer également dans la SERP. Pour nous, c'était une évolution d'Affilies où en fait on a pu intégrer toute une partie autour de la recherche et du rapprochement dynamique et automatisé d'offres par rapport aux queries utilisateurs. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez donner une idée de la répartition des différents acteurs, par exemple Tu sur veux qu'on se YouTube, fasse ça virer représente... par compte ou quoi, toi? Non, mais juste pour Nous mets avoir une pas dans idée, le parce que c'est vrai pétrin. que... Non, mais on se demande de quoi c'est vrai qu'on en parle malheureusement pas beaucoup, mais Non, en j'imagine France, c'est un que c'est petit quand même... acteur encore, mais c'est un acteur hyper intéressant parce que déjà, il est implanté dans les administrations, dans les ministères. Donc, en fait, il a aussi une population d'usage hyper spécifique et pour nous très intéressante. Et en plus de ça, au-delà de ça, il se trouve que le moteur a véritablement considérablement évolué et on a la chance maintenant de travailler main dans la main avec leurs équipes et on sait quelles sont les révolutions qui sont en train d'arriver chez eux. Donc, ils ont été les premiers en France à intégrer de l'IA générative dans les résultats. Et les prochaines révolutions qui arrivent chez Quant, moi, ça me fait hyper plaisir. En fait, j'adore l'idée qu'on ait un moteur de recherche qui soit enfin performant, qui soit innovant, et de pouvoir travailler avec eux, c'est une immense fierté. On pense bien évidemment au Search GPT. Si vous arrivez demain à intégrer Affiliate sur des moteurs de recherche IA, ça pourrait être... Enfin, j'imagine qu'ils y pensent également. Je crois que c'est Perplexity qui vient de sortir sa plateforme d'ads ou de moins de communiqué de presse qui informe il va être possible de faire de l'ads sur Perplexity. Vous êtes en pourparlers avec certains moteurs de recherche IA pour l'intégration de l'affiliation. Ah bah, nécessairement, enfin, à travers compte, ne serait-ce que c'est naturel d'avoir des discussions de ce type-là. Maintenant, si tu es en train de nous dire que l'affiliation a de l'avenir, on est d'accord avec toi. Je crois, je Et, crois aussi. et Je surtout, crois aussi. effectivement, l'affiliation est multiforme et on souhaite pouvoir avoir une réponse dans n'importe quel type de contexte. Et maintenant, être capable de mettre de l'affiliation à partir d'une query utilisateur, bah, justement, ça ouvre le champ des possibles. Donc tu as mentionné YouTube. Est-ce qu'on peut y revenir? Parce que Bien sûr. aujourd'hui sur YouTube, on voit beaucoup effectivement, encore une fois, de chaînes qui vont tester des produits tech. C'est un peu les chaînes stars ou plutôt historiques, Pas et que, qui pour le coup, tu as du bricolage, tu as de la beauté, tous les sujets sont hyper ouverts, et toujours, sujet à la Mhm. file, hein. Et donc les vidéos ou les YouTubeurs qui vont le mieux performer en affiliation, c'est quel type de contenu? Est-ce que ça va être vraiment du test produit, déballage, unboxing, et on dit ce téléphone ou Pas cette... que, pas que, non, 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 pour le coup, si je reviens très précisément sur des exemples, celui qui a cartonné, c'est French Hardware. French Hardware, D'accord. c'était notre premier case YouTube, et eux, effectivement, c'est au moment des périodes de solde, ils font des listings, en fait, d'offres hyper intéressantes, Mhm. et c'était hyper frustrant que ce soit évoqué à l'oral dans la vidéo et de pas avoir les liens. Donc maintenant, tu as tous les liens que tu retrouves instantanément dans la vidéo. Mais j'ai également d'autres cases où, dans le domaine automobile en particulier, dans le domaine du vélo également, on a des vidéos qui sont enrichies des produits comme ça dans les descriptifs, des accessoires également,
Et ça génère une partie significative, voire pour l'un d'entre eux, majoritaire sur YouTube, avec des guides d'achat de produits, par exemple. Est-ce que vous avez des YouTubeurs qui sont, enfin des affiliés qui sont full YouTube, qui font que du YouTube et qui génèrent, leur business model, c'est de l'affiliation via YouTube exclusivement? Alors c'est rarement full YouTube, c'est-à-dire que tu as toujours YouTube et d'autres réseaux sociaux dans ce cas-là. Donc c'est difficile de faire du YouTube sans Facebook, sans Twitter, sans tout ça. Mhm. Et tout ça, c'est des relais. Donc je vais plutôt répondre en leur premier canal, c'est YouTube, et les autres, c'est des relais d'information. Donc oui, ça, oui, on en a, évidemment. Mais si on prend le case de French Hardware, qui est typiquement un client comme tu le cites, ben, il a mis l'affiliation aussi sur Discord, et aujourd'hui, ce serait difficile de couper Discord. C'est une partie très significative des revenus. Donc, je peux pas te dire oui, il est full YouTube, quand bien même c'est l'image qu'on en a tous. En réalité, c'est pas vrai. D'accord. Mais l'influence, de manière générale, c'est un milieu dans lequel on était moins implanté avec Vincent. Nous, on a démarré à Phillies avec le premier rideau de notre réseau qui était plutôt orienté média. Maintenant, on va de plus en plus vers l'influence qui nous a identifiés également et qui voit la valeur ajoutée qu'on peut apporter, ne serait-ce que par le premier outil dont Vincent a parlé, qui est la gestion de tes liens en description de YouTube, de pouvoir les avoir tous formatés de la bonne manière et pouvoir avoir un tracking super clair de ça. Déjà, c'est un premier élément qui est très sympa. Et le deuxième, ce sera la publication des publications qui arrive, qui pour nous va apporter vraiment une seconde étape très intéressante pour les influenceurs qui vont, à mon avis, on espère en tout cas venir nous rejoindre nombreux et nombreuses. Quand on parle d'influenceurs, vous parlez de micro-influenceurs ou plutôt les gros, un T'as mix? tout. Non, t'as tout. T'as Ok. de tout. T'as de tout, et Si. puis Affilies étant une plateforme en self-service, même si on peut également être là pour t'accompagner évidemment, les équipes sont toujours derrière l'intercom pour répondre aux questions, etc. Tu peux tout à fait être un micro-influenceur ou un micro-blog et utiliser Affilies. Nous, il n'y a aucun souci avec ça, on est très ouvert. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des gens qui travaillent bien, qui produisent des contenus de qualité, qui apportent de la valeur ajoutée à leurs audiences. Si c'est un petit influenceur ou si c'est un gros site, ça me va très bien tant qu'on est dans cette démarche de qualité. J'ai même un exemple où euh, on en a un qui nous a rejoint récemment et c'était une bascule de modèle économique. Il a testé l'affiliation avec nous et c'est devenu maintenant sa première source. D'accord. Je posais la question de la taille de l'influenceur type parce que j'ai l'impression qu'en fait toutes les plateformes d'affiliation ont tendance à vendre un peu l'influence comme le prochain relais pour générer des ventes d'affiliation. Derrière, la réalité, c'est que c'est une galère à gérer parce que mais rien que l'onboarding d'une plateforme d'affiliation pour un influenceur qui est pas, c'est pas un groupe média, c'est pas un média, il connaît pas bien le monde de l'affiliation, il va voir le formulaire, ça va le décourager, il comprend pas trop le tracking, etc. Donc je vois vraiment l'intérêt que pour avoir un outil comme Affilies, si tout est fluide, tout est beaucoup plus simple, tout est centralisé, et là, je pense qu'il pourrait y avoir du scale, mais la réalité aujourd'hui, c'est que les plateformes d'affiliation, alors je suis sûr qu'il y aura des contre-exemples et je serais ravi de parler à une plateforme d'affiliation qui maîtrise ce sujet, mais gérer des influenceurs, c'est un business quand même très différent de gérer des affiliés, disons, classiques et historiques. Ça prend énormément de temps. Et derrière, si on travaille avec des micro-influenceurs, ils vont générer une ou deux ventes par mois, mais vont demander autant de temps que un média qui peut faire des millions par an. Donc c'est vrai que c'est là où l'équilibre est. On voit l'intérêt, on voit la pertinence qu'il pourrait y avoir dans ce modèle économique, mais derrière, la réalité économique, je dirais, fait que c'est un modèle qui est un peu casse-gueule, j'ai l'impression. Euh, donc est-ce que En fait, vous avez là où identifié la Affiliate même peut être chose? hyper pratique, c'est que tu peux centraliser, c'est-à-dire que là aujourd'hui où un média comme Reward, il va avoir une ligne avec les numériques, une ligne avec Au Féminin, Marmiton, Doctissimo, etc. Il y a une agence, elle va avoir une ligne par influenceur et ça va lui permettre d'avoir une vision centralisée des revenus sur tous ces influenceurs, toutes les marques, toutes les plateformes. Donc effectivement, c'était compliqué parce que c'est éclaté, parce que tu as du mal à suivre les performances. Et en fait, là, on regroupe tout à un seul endroit. Ça rend les choses simples. Et effectivement, nous, avoir aujourd'hui 50 influenceurs qui viennent s'inscrire sur la plateforme pour générer leur lien, ça ne nous demande pas de travail supplémentaire. Les outils sont là, la plateforme s'adapte aux besoins des éditeurs qui créent leur compte. Euh, Nous, encore une fois, ça ne nous dérange pas. On est même content d'avoir
plein d'éditeurs très variés, de différentes typologies qui viennent nous rejoindre, des petits comme des grands. Il n'y a aucun souci avec ça. Tu as parlé tout à l'heure de Pinterest. J'ai Mhm. l'impression que c'est une plateforme qui est sous-utilisée, sous-cotée Ouais, c'est vrai. par les marques et surtout par les médias. Mhm. Aujourd'hui, donc, vous avez mis en place un deal avec Pinterest, c'est ça, en Europe? C'est plutôt un partenariat qu'un deal. D'accord. C'est un partenariat, c'est-à-dire que c'était une prise de conscience peut-être un peu tardive, mais essentielle, que les, les influenceurs chez eux recommandent des produits et ne percevaient pas de revenus à travers ça parce que les liens étaient coupés. Et donc en discutant ensemble, en comprenant le but qu'on avait de chaque côté, eh ben, ils se sont rendus compte qu'il fallait au contraire favoriser les influenceurs qui avaient une telle démarche et leur permettre d'avoir des gains à la clé. Et donc ils ont fait un effort effectivement de traiter spécifiquement nos liens pour s'assurer qu'ils passent bien tous. Donc aujourd'hui, moi, je publie sur Pinterest. Je ne peux Ouais, pas mettre un lien Ewin ou Coinco directement. Il c'est va être pas Il assuré. blacklisté. peut, C'est pas il peut. assuré. En fait, t'en sais rien. C'est la roulette russe. Mais par contre, si tu mets un lien affilié, par contre, c'est sûr, ça passe. En fait, c'était surtout Pinterest ciblait surtout les raccourcisseurs d'URL, les D'accord. big choses comme ça. Ouais. Et en fait, ils estimaient que enfin, la raison officielle, ça permettait mieux le spam. Mais en fait, on leur a expliqué effectivement que nous, c'était simplement un outil de tracking et que c'était une séquence de redirection qui était très propre à l'affiliation et qui était absolument pas liée à une volonté de scam ou quoi aux caisses. Et du coup, ils ont tout à fait compris. Et du coup, maintenant, effectivement, les liens sont whitelistés. Alors qu'avant, quand tu essayais de copier-coller un lien de ce type-là, il te disait, tu peux pas. Et du coup, ça bloquait toute initiative. Mais c'est même plus que ça. C'est plus que comprendre. Ils sont favorables à ça. Il y a une Ah équipe qui a oui, vraiment compris l'intérêt de la chose et qui est moteur. ouais. J'aimerais beaucoup avoir les équipes de Pinterest. Alors là, en ce moment, ils n'ont pas de dispo pour des enregistrements de podcast, mais je j'abandonne pas parce que je pense que ça ferait un super épisode. J'ai beaucoup utilisé Pinterest à l'époque où j'étais éditeur et je vois clairement la puissance de cette plateforme qui n'est pas un réseau social, mais un moteur de recherche finalement, d'inspiration, mais quoi Tout qu'il à en soit, fait. c'est un moteur de recherche donc ultra puissant pour effectivement cibler et pour cibler des internautes qui sont en recherche de produits et de services. Là où je vois l'intérêt également, c'est que c'est un secteur finalement il y a de la tech sur Pinterest, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus la maison, la Bien beauté, sûr. la déco, le voyage, etc. Quels sont les éditeurs aujourd'hui qui génèrent des performances intéressantes sur Pinterest? Ce sont des groupes médias comme Reworld qui vont décliner leur contenu sur Pinterest en incluant des liens d'affiliation? Ou ce Alors, sont des gens? intéressante, on n'aura pas encore des revenus aussi significatifs que sur d'autres supports. Clairement, aujourd'hui, on a un écart encore entre ne serait-ce que YouTube et Pinterest. Mais parce qu'effectivement, beaucoup sous-évaluent les potentiels à la clé. En revanche, tu as beaucoup de médias féminins qui vont faire des listes d'inspiration de robes sur leurs médias et qui vont pouvoir les dupliquer ainsi sur Pinterest. Et maintenant, la nouveauté, c'est qu'en effet, tu peux mettre de l'affiliation sur chacune des robes, sur chacune des baskets, voilà, sur tout ça. Donc, toutes les listes shopping, Mais, maintenant, tu peux les mettre et les valoriser sur Pinterest. Est-ce que selon vous, il y a des opportunités de faire de l'arbitrage en achetant du trafic sur Pinterest et en le redirigeant directement en affiliation? Parce que alors, Je connais pas les tarifs, pour le ouais, coup. globalement, il y a des boîtes qui existent sur le marché, notamment une qui s'appelle Weekend Track, avec laquelle on a déjà échangé, dont l'une des spécialités, c'est justement de permettre de mieux monitorer aux éditeurs la compréhension de l'acquisition de trafic, de quelque manière que ce soit, Taboola, YouTube, Facebook, etc., et les conversions. Pour moi, si tu n'as pas un outil qui te permet de comprendre combien tu as acheté, comment tu as redirigé et combien tu convertis, c'est même pas la peine de se lancer. Nous, on avait essayé de le faire à l'époque avec les numériques, d'acheter du trafic, même très faible. Le problème, c'est que ça avait plus t'acheter du trafic pas cher, plus il était de mauvaise qualité et moins tu transformais. Donc, tu avais une espèce de serpent qui se mordait la queue qui marchait mhm. pas. Par contre, avoir des solutions comme ça pour pouvoir acheter du trafic de manière intelligente, identifier ce qui transforme et pouvoir avoir des stratégies comme ça d'acquisition, à mon sens, c'est possible. Mais il faut s'équiper et il faut pas, faut le faire sérieusement, quoi. La première étape avant ça, de toute façon, c'est quand on utilise déjà ces outils, que sont Taboola et Adorine, c'est les exploiter aussi pour de la recirculation interne. Et typiquement, on a des cases
hyper success de médias qui ont identifié typiquement des guides d'achat qui performent particulièrement bien. Et dans tes liens Taboola Outbrain de pied de page, tu peux mixer des liens à toi, enfin des cases à toi avec les parties sponsorisées. Et on a vraiment des transformations hyper intéressantes. C'est-à-dire que ça va accélérer les revenus de ces articles, leurs audiences. C'est vraiment quelque chose à envisager dans sa stratégie d'affiliation. Intéressant. Donc rediriger du trafic interne vers d'autres les top Et le, performers en fait. tout à fait. Et le Ok, mettre à jour régulièrement. C'est-à-dire au minimum tous les mois, se reposer la question de est-ce que ma sélection d'articles est la bonne? Tu peux pas mettre la même sélection en novembre qu'en été. bien sûr. Intéressant, intéressant. Ok, donc on a parlé de Discord, YouTube, Pinterest. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous paraissent intéressantes et particulièrement sous-exploitées pour l'instant, mais qui ont selon vous, Alors, qui c'est ont même pas du sous-exploité, c'est potentiel? qu'on l'a pas évoqué. On a aussi des médias. Tu nous demandais est-ce que vous avez des médias qui sont dédiés à YouTube? Eh ben, une Mhm. autre réponse, c'est on a des médias qui sont dédiés à Facebook, par exemple. Et D'accord. ça, on en a, qui ne fonctionnent que là. Donc, en fait, l'affiliation se situe partout et on ne fait plus la distinction du type de support. Et d'ailleurs, les médias eux-mêmes maintenant considèrent que quand ils existent sur différents supports, ce sont simplement des déclinaisons à destination Mhm. de publics différents et complémentaires. Donc en fait, il faut envisager l'affiliation multicanal. Quand tu parles de Facebook, ce sont des groupes Facebook, par exemple des groupes de bons plans, Ouais, c'est des Même choses comme pas, ça. tu auras le groupe Facebook, tu auras la page Facebook du média. C'est-à-dire que Ok. quand au moment du Black Friday, tu relais un bon plan sur un média, quel qu'il soit, pourquoi ça n'intéresserait pas aussi ta communauté sur Facebook? Enfin, si tu Mhm. estimes que ça a sa place sur ton site internet, pourquoi pas sur ton YouTube aussi? Enfin, sur ton Facebook, pardon. Ouais, ouais, bien sûr. Le live shopping, on l'a mentionné avec Mhm. Clément Grandjean d'Humanoid. J'ai l'impression que c'est le seul, enfin, à ma connaissance, l'un des seuls groupes médias en France qui a vraiment réussi à craquer le code du live shopping. Est-ce que vous voyez d'autres médias en France et qu'est-ce que vous pensez du live shopping? Alors, le live shopping, je ne sais pas si c'est les seuls. Clairement, en tout cas, ils font un boulot extraordinaire. Et Clément est quelqu'un d'hyper doué, d'hyper novateur. Et le groupe Humano fait des choses très intéressantes. Je dis d'autant plus gentiment, en plus, que non seulement c'est des copains, mais en plus de ça, ils ont eu la gentillesse de nous confier au féminin, pardon, Mademoiselle, quelle horreur. Ouais. Mademoiselle, donc on travaille avec Mademoiselle avec eux. Et le live, en fait, ce qui est compliqué du côté instantané, c'est tu vas faire des revenus en pic instantanément, mais l'affiliation se joue quand même sur la longue traîne. Donc, qu'est-ce qu'on va constater avec, et cette fois-ci, je vais décaler, je vais prendre French Hardware. French Hardware, est-ce que du coup, Humano, c'est les seuls à avoir cartonné sur le live shopping? Pas forcément. C'est-à-dire qu'un French, quand il couvre un French Days ou autre chose, on peut considérer quand même que c'est aussi un live shopping. Et avec les performances et les chiffres qu'on a sous les yeux, à mes yeux, c'en est clairement. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo qui est faite à un instant T, dès l'instant où, au-delà d'un Twitch ou d'un autre support et qu'elle est présente sur YouTube, elle va continuer à faire des revenus tout au long de l'année. Et la part des revenus faite sur l'ensemble de l'année, si tu assembles le reste de l'année par rapport au moment du pic, en fait, c'est supérieur sur le reste de l'année au moment du pic. Donc, tu fais des revenus hyper intéressants sur le pic au moment où tu fais ton live, mais en fait, tu as un autre relais où tu peux doubler, tripler, quadrupler tes revenus si tu le rends disponible ensuite. Compris. Donc, faut pas Super considérer que c'est intéressant. que du live. Je comprends. Ouais, j'avais pas vu la chose sous cet angle. C'est super intéressant. Ça- Donc, ça- tu vois, être présent sur Twitch et avoir les outils sur Twitch, c'est essentiel. Donc, Mhm. on peut utiliser n'importe quel outil d'affiliation, y compris Affilies, pour faire du Twitch. Mais comment rendre accessible cette information et générer des revenus ensuite? C'est Mhm. également essentiel. Très bien. J'ai vu que le site Wirecutter aux États-Unis, je pense que oui, vous connaissez. Bien Euh, sûr. Attends, et le moment vertigineux, quand tu as un coup de fil de Wirecutter qui te dit on peut faire un rendez-vous avec vous? Ouais, Ok, c'est un peu tôt là, on n'était pas prêt là. ok. Donc vous vous lancez aux States? C'est une exclue là que t'es en train de. Non, c'est pas une exclue en fait. Ça y est, on a déjà généré nos premiers revenus aux États-Unis Ok, parce que, super. alors là, je mets des mots dans la bouche de Florent parce que c'est plus Florent qui a développé l'international et donc je te rends la main, Florent. Nous, on a effectivement eu des premiers rendez-vous avec des acteurs aux US. Mais ils sont déjà très avancés dans l'affiliation. Hmm. Et du coup, ils ont des besoins extrêmement précis.
qui je pense seront tout à fait couverts par Affilies dans le futur. Mais par exemple, tu vois, le genre de choses qui remontent quand on parle avec des acteurs US, c'est de dire aujourd'hui, on veut plus simplement s'appuyer sur les flux des marchands, parce que la data, elle peut avoir 2 heures, 3 heures, 5 heures, et en fait, ils souhaitent avoir un complément entre de la donnée entre guillemets froide qui vient des flux, de la donnée chaude qui est directement prélevée chez le site. Nous, c'est des choses auxquelles on réfléchit pas mal aussi. Effectivement, ça fait partie des sujets qui, si un jour on veut aller craquer des très gros clients aux US, devra faire partie de l'offre qu'on constituera. En fait, on est quand même aux États-Unis parce que on a développé l'Angleterre. Et quand tu commences à travailler avec des médias anglais, la première question qu'ils te posent, c'est est-ce que vous êtes compatible avec les États-Unis? Parce que j'ai 20, 30, 50% de mon audience aux États-Unis. Donc en fait, dès l'instant où on a voulu travailler avec des Anglais, il a fallu qu'on soit compatible avec les États-Unis et avec les flux américains. Compris. Finalement, le marché américain est en avance ou il est différent sur l'affiliation Alors, Il est beaucoup plus rémunérateur au CPC déjà, Ok. et je pense on peut le considérer en avance, oui. Mhm. alors, il est clairement en avance sur tout ce qui est tendance, sur tout ça. En revanche, il n'existe pas aux États-Unis d'équivalent d'Affilies. Donc, on va faire un petit cocorico. On a le sentiment, sans vouloir trop nous mettre en avant, qu'on invente quelque chose qui est utile et qui n'existait pas encore et qui suscite de l'intérêt. On le voit bien parce que j'ai cité tout à l'heure le New York Times ou Wirecutter, mais c'est pas le seul groupe américain qui est venu voir ce qu'on faisait et comprendre. Et il y a un effet waouh qui est sympa, en tout cas. Bien sûr. Donc on n'est peut-être pas encore adapté pour répondre à toutes leurs demandes, et puis ils ont des tels chiffres d'affaires, de telles exigences que ça ne peut pas être notre priorité. Aujourd'hui, notre priorité, c'était la France, développer plusieurs réseaux en France, c'est-à-dire on a commencé par des sites médias avec des présences sur des sites internet. Tout de suite, on a fait WordPress également quand même. Ensuite, ça a été Discord, YouTube, Pinterest et tous les réseaux sociaux finalement. Maintenant, c'est l'Angleterre. Aujourd'hui, on discute avec l'Espagne et l'Allemagne. On ouvre progressivement et on réfléchit aussi à comment on peut accélérer pour aller sur plus de pays plus vite, cette fois-ci en nouant des partenariats probablement, Des partenariats avec d'autres solutions tech? qui nous sont complémentaires, c'est-à-dire qui ne savent pas faire ce qu'on fait, mais qui vont nous donner plus vite accès à des prix, à des flux. Compris. Je vous propose de passer sur la partie l'état des lieux du marché de l'affiliation et du marketing à la performance. Encore une fois, vous avez cette double expertise et c'est pour ça que bon, forcément on parle d'affilies, mais on parle également beaucoup du marché de l'affiliation, des typologies d'affiliés, parce que vous êtes dans la position idéale pour voir ce qui se passe à la fois du côté affilié, plateforme et annonceur. Aujourd'hui, quelles sont les principales tendances et peut-être même les principales problématiques euh, chez les éditeurs? Ils viennent vous voir, ils vous disent bon ok Florent, Vincent, votre solution elle est sympa, mais moi j'ai ce problème ou c'est ça qui m'inquiète, ou c'est ça la tendance. Alors, Comment vous y répondez? j'ai un case typique. Alors, déjà, on va tout de suite le mettre de côté, celui qui n'a jamais fait d'affiliation, qui la démarre. Donc, lui, généralement, il a plutôt des bonnes surprises, c'est très bien. Mais on a eu un exemple d'un groupe qui est venu au printemps dernier et qui avait un tassement de son chiffre d'affaires assez significatif. Et donc, la question, c'était, est-ce qu'on peut faire quelque chose de différent et de mieux avec Affilies? Et le but, ça a été de se rendre compte que en ayant plus d'offres produits dans les tableaux de prix, en ayant des prix plus à jour, en comprenant mieux comment ils généraient leur chiffre d'affaires, on arrivait à renverser la situation. Et donc, on a eu un acteur qui est comme ça venu pour goûter et qui a dit, de toute façon, je ne vous intégrerai pas complètement, je veux juste voir et comprendre, et qui 2 mois après a fait le choix de nous adopter complètement et de remplacer les outils qu'ils avaient en interne. Et parce que, mine de rien, il y a énormément de clics déceptifs qui génèrent de la frustration chez un lecteur. Il faut se rendre compte que l'affiliation, c'est d'abord la confiance du lecteur. Si on le déçoit, on va pas le décevoir souvent, hein. Il reviendra pas, il ne fera plus confiance. Et en particulier, s'il y a marqué qu'un produit est à 199 euros, il clique, il est à 232, mais on prend une gifle. En fait, tout le monde a cette désagréable surprise. C'est pas la même chose de lire 199 et 232. Donc en fait, avoir des flux à jour, justes, les bonnes offres dans les tableaux de prix, c'est beaucoup plus important et c'est sous-évalué dans la tête de nombreux éditeurs qui se rendent pas compte, qui se disent juste, je fais de l'affiliation, j'ai mis des liens de prix. En fait, non, c'est pas ça. C'est être juste. C'est rendre le service juste au client. Il faut se rendre compte que le média prend souvent la place du vendeur conseil qu'on avait autrefois à la Fnac. Tu sifflotais auprès de ton vendeur conseil, il te donnait les meilleurs conseils. Les gens vont plus en boutique physique quand ils passent par l'affiliation.
Donc il faut avoir un service de qualité exemplaire. D'accord. Et clairement, les éditeurs, ils ont besoin de gagner du temps aussi dans la gestion de leur affiliation. Ils ont besoin d'avoir effectivement, quand ils mettent un widget affilié multi-marchand dans une page, c'est un gain de temps par rapport à un lien en dur, avec un prix en dur que tu vas devoir monitorer, suivre, remettre à jour, vérifier que tes liens sont pas cassés, etc. En fait, l'affiliation, ça peut devenir très vite un boost énorme par la maintenance que tu as des liens et des widgets que tu as dans tes pages. Tu passes ton temps à aller retourner dessus, vérifier les produits, est-ce qu'ils sont dispo, est-ce qu'ils sont plus dispo, est-ce que le prix est toujours à jour, etc. Tout ça, c'est un boost. Et en fait, on a souvent l'image avec Vincent de ce qu'on appelait chez nous le matelas ou le millefeuille. En fait, si tu veux générer des revenus d'affiliation, il faut que tu arrives à avoir un nombre de contenus que tu vas additionner, qui dans son ensemble va te générer à chaque fois un petit revenu d'affiliation. Et quand on a suffisamment, bah, tu vas générer comme ça beaucoup de revenus. Le problème que tu as si tu n'as pas de bons outils, c'est que ton matelas il va rester stable parce que tu vas pas pouvoir créer plus de contenu. Tu vas en avoir qui vont perdre leur lien, qui vont en créer de nouveaux, mais tu vas pas pouvoir augmenter la taille de ton matelas. Avec Affiliate, ce qu'on peut permettre de faire, c'est que par le monitoring que tu as de l'ensemble de tes contenus, par tes liens qui sont beaucoup plus durables dans le temps, parce qu'ils sont multi-marchands et automatiquement mis à jour, tu peux augmenter la taille de ton matelas de contenu et du coup, tu peux augmenter tes revenus. Donc, tu vas gagner du temps et tu vas après agrandir ta ligne de revenu affiliation. Ça, c'est vraiment la promesse à laquelle on répond. Une autre erreur courante, c'est de se dire, je fais de l'affiliation et ça se passe très bien, la preuve, je fais tel revenu chez Amazon et je fais que ça et ça me suffit. Et là encore, un autre case que je me suis amusé à décrire avec pas mal de détails sur 3615, Vincent, c'était un acteur majeur qui ne faisait plus que de l'Amazon. Par le passé, il avait fait du multimarque et puis il s'était rendu compte qu'il faisait plus comme ça avec Amazon. Et ils ont testé au moment des soldes d'hiver Affilies avec des tableaux de prix complets. Et le résultat chiffré de ce qu'évoquait Florent plus tôt dans notre réunion ensemble là, c'est qu'ils ont fait plus 20 chez Amazon et plus 50% de revenus au global. Donc en fait, ils ont accéléré encore chez Amazon, mais ils ont aussi diversifié. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont des préférences nettes, qui ne veulent pas acheter dans telle enseigne ou telle nationalité. Donc il faut arriver à répondre à Mhm. tout le monde sans les frustrer, sans les décevoir. Tout à l'heure, vous parliez des OPS. Quelle est si on switch côté annonceur, vous avez également, j'imagine, une bonne vision de ce que recherchent les annonceurs, où vont les budgets. Qu'est-ce que les annonceurs cherchent en ce moment? C'est vraiment, alors ils vont tous sur Meta, ils vont sur TikTok, etc. Ça accapare la plus grande majorité des budgets. Pour le reste, est-ce qu'ils sont encore prêts à faire de l'OPS avec du frais fixe? Ou est-ce que de plus en plus ils se disent, bah non, nous on veut full performance, en ce moment les temps sont durs, on veut vraiment payer que pour ce que vous générez, quoi. Non, non, alors là, pour le coup, ça fait aussi... qu'est-ce que c'est l'affiliation? C'est grosso modo 50-50. 50% de revenus qui viennent des tableaux de prix, et en tout cas, quand on est mature, 50% qui viennent d'OPS. C'est vraiment un format relativement standard du développement des revenus d'affiliation. Alors ça va être global. Sur le féminin, on va avoir des tendances assez disproportionnées même. Ça peut aller jusqu'à 80-20. 80% d'OPS, 20% de revenus à travers les tableaux. Donc ça reste essentiel. C'est nécessairement tout petit quand on démarre l'affiliation. On ne peut pas démarrer avec de l'OPS, ou en tout cas pas qu'avec ça. Même si dans tes podcasts précédents, tu as échangé déjà avec des acteurs qui démarrent l'affiliation, parce que c'est des nouveaux acteurs, et qui ont déjà des OPS. Donc Mhm. tu vois, même sur des acteurs nouveaux, on arrive à signer des OPS. Quand tu es sur une niche, quand tu es hyper particulier, que tu es précis, tu vas trouver les bons annonceurs pour ça. Et tu vas compléter ainsi tes revenus. Mais ça fait véritablement partie de ton modèle économique que d'avoir des OPS. Très bien. Et Mais les pour le OPS coup, qui... pardon, je rajoute encore, excuse-moi, Je t'en prie. ce qui est intéressant, c'est que dans ton dashboard Affilies, tu vas avoir le chiffre d'affaires que tu vas générer par shop et par univers. Donc ça va te permettre de savoir que tu vas générer, mettons, 150 000 euros d'achat en robe. Et tu peux tout à fait présenter ces chiffres aux Mhm. différentes marques, en fait, ensuite. Ah, Donc super. ça, c'est Mhm. c'est un outil essentiel pour les commerciaux Affilies. Un des torts, c'est de ne confier Affilies qu'à des rédacteurs. Il faut que les commerciaux aient le nez dedans. C'est essentiel de Ah, connaître je vois. le chiffre d'affaires par marchand, par univers, par typologie de produit. Parce que tu peux connaître ton chiffre d'affaires par période. Si tu veux ton chiffre d'affaires de roller en juin, tu l'as. Donc ce que tu es en train d'expliquer, et tu me corriges si je j'ai pas bien compris,
En gros, j'ai un média sur la thématique, sur un média féminin. Mhm. J'ai envie de développer mon budget OPS. Oui, Je me log dans Affilies, je regarde oui. quelles sont les tendances, les meilleures ventes, là où je génère le plus de business. Et je Sur peux ton aller média, voir sur tes médias. D'accord. Et je peux aller voir ensuite une marque spécifique qui vend, par exemple, Tout à fait. robe.com et lui dire, bah, regardez, nous, on génère plein de ventes sur cette période. Absolument. Poussons avec C'est l'OPS. exactement ça. Et en fait, l'affiliation, c'est tu vas prouver, effectivement, il faut l'utiliser comme un outil qui prouve tes performances, en effet. D'accord. Plutôt que de raconter des choses en l'air, tu as tous les outils Hmm. pour montrer que tu as vraiment performé. Ouais, pour la construction d'un media kit, effectivement, même, ça peut être super Assez. puissant. Ouais. Mais alors, pour le coup, tu as cité pas mal d'acteurs de la tech qui tous utilisent ce genre d'analyse. Il n'y a Hmm. pas un qui passe à côté, c'est impossible. D'accord. Et ça, les annonceurs apprécient ce niveau de data, Bah, de c'est données. essentiel, c'est essentiel. C'est-à-dire que par rapport à dire je suis hyper fort dans les casques, dire j'ai généré 300 000 euros de chiffre d'affaires de casques le mois dernier, ça n'a rien à voir. Mhm. Bien Et sûr. 300 000, on parle C'est pas d'un factuel. énorme acteur là, hein. Hmm. C'est un acteur moyen qui va générer 300 000 euros comme ça. C'est parce que eux, vu qu'un un média ne va toucher qu'une partie de ce chiffre d'affaires, mais en fait, le chiffre d'affaires que tu génères en boutique est tout de suite rapide, hein. Il peut être considérable. Très bel état des lieux actuel du marché de la performance côté affilié et annonceur. Alors la question un peu casse-gueule sur demain et le futur, ça ressemble à quoi pour vous le marché de l'affiliation? Comment vous voyez les choses, les grandes tendances? Déjà, ce qui est amusant avec l'affiliation, on dit parfois, c'est là depuis 20 ans. L'affiliation, en fait, c'est une vieille techno. Elle a toujours été là, elle est depuis très longtemps, très plutôt. Je pense que l'affiliation est très loin d'avoir donné son dernier mot. Nous, on est confiant dans le fait que ça va continuer à se développer, parce qu'en fait, l'affiliation, c'est uniquement de l'apport d'affaires. Toutes les entreprises ont besoin d'apport d'affaires. Et aujourd'hui, en plus, avec justement ce recentrage vers la performance, pour moi, justement, le besoin d'avoir de la transfo dans les OP, l'affiliation est encore plus sa place. Alors, il y a toujours des programmes qui s'ouvrent et qui se ferment, hein, toujours, ça dépend des stratégies des marques. D'ailleurs, c'est un truc qui est super pénible à gérer et qui, du coup, est automatisé dans la FIS. On arrive toujours à détecter un programme ouvert, fermé et adapter les redirections. Mais on est convaincu, nous, que les marques vont continuer à investir dans ce créneau-là de l'apport d'affaires, qui va peut-être parfois évoluer un peu dans sa forme, euh, plutôt s'adresser, ils vont peut-être prioriser plutôt des influenceurs, plutôt des médias, c'est des cibles qui vont changer, mais le besoin d'avoir du trafic qualifié, de l'envoi, de la génération de chiffre d'affaires va perdurer. Et c'est à Affilies, effectivement, de trouver à chaque fois les bons outils à proposer aux bons éditeurs pour qu'ils puissent générer le trafic qualifié vers les annonceurs. Donc on est Dans les super confiant. tendances, Dans les tendances, tu disais les États-Unis ont-ils de l'avance? Donc la réponse est oui. Donc nécessairement, on suit un petit peu ce qui s'y passe, mais en fait, il y a une autre partie du monde qui est encore plus violente, qui est la Chine. Et donc, il nous faut aussi analyser ce qui s'y passe. Et typiquement, par exemple, en France et aux États-Unis, on a des KPI qui sont l'IPC, ton revenu au clic, qui sont éventuellement un ICPM, ton équivalent à l'affichage pour 1000. En Chine, il semble que le KPI, ce soit maintenant le chiffre d'affaires généré mensuellement et plus encore quotidiennement. Donc, c'est ça qui va quantifier la qualité en fait d'un influenceur ou d'un prescripteur en général. C'est pas encore quelque chose dont on a l'habitude en Occident. Donc, il y a aussi des évolutions de ce type-là qu'on est en train de suivre et d'intégrer. Intéressant, c'est vrai qu'on parle jamais du marché chinois de l'affiliation, c'est quelque chose de très Énorme, développé, ouais. énorme. Ah oui, Ok. oui, énorme, énorme. Très axé sur le social, Énormément social, tout à fait. ok. Pas beaucoup de sites médias tels qu'on peut le connaître en Occident. C'est moins ça qui sera visible en effet que tout ce qui est social, mais le social a tellement de formes que c'est. Et puis, la notion de social et médias traditionnels se gomme de plus en plus Hmm. et on a tort de les séparer autant qu'on le fait dans le discours. D'accord. Tu vois, typiquement, un Hugo Décrypte, Hmm. c'est quoi? C'est un influenceur? C'est un média traditionnel? En fait, les frontières sont floues maintenant. C'est vrai que c'est compliqué, j'en parlais dans un autre épisode. Influenceur, je pense que c'est surtout en France qu'on a cette image. Quand on dit influenceur, c'est pas très,
c'est pas très glorieux en fait. Faudrait un nouveau terme parce que c'est vrai que C'est un vieux combat, c'est un vieux combat passé, c'est-à-dire que on a connu le même à l'époque où il y avait la presse papier et la presse internet. On distinguait les deux. Aujourd'hui, ça a plus de sens. Hmm, Dans pas longtemps, ça n'aura plus de sens de faire ce distinguo et tout de suite dans nos têtes, faut faire le switch. hmm. Et c'est vrai que, comme Florent l'expliquait, vous, de toute façon, votre ligne de conduite, elle est assez claire. Vous cherchez à travailler avec des gens qui produisent du contenu de manière honnête, transparente, du contenu de qualité. Mm. Donc là, effectivement, après, il y a plus de frontières de se dire, bah oui, mais non, en fait, c'est juste des groupes médias ou non, lui, il fait du Pinterest, etc. Du moment que vous pouvez apporter du business à des annonceurs, tout en rendant service à l'internaute, à votre audience, je pense qu'il y a des nouveaux modèles à inventer. Et c'est justement sur ça que j'aimerais vous emmener pour cette peut-être dernière partie du podcast. Quels sont les modèles que vous trouvez les plus prometteurs? Est-ce que c'est justement d'aller sur des réseaux qui sont pas encore très très développés comme Pinterest et de vraiment miser là-dessus, ou c'est de faire un mix? J'ai l'impression que vous êtes plus dans une approche où vous conseillez aux apporteurs d'affaires de faire du média, du Pinterest, d'être un peu partout. C'est Alors, ça on va distinguer les outils dont on dispose aujourd'hui et ceux dont on va disposer. C'est-à-dire que dès l'instant où ce dont parlait Florent, les publications de publications vont arriver, le monde de l'influence, qui doit se contenter d'un réseau social sur lequel parfois l'affiliation est bloquée, aura tout intérêt à essayer ça et à voir ce nouveau cheval-là. Aujourd'hui, si on parle très court terme, on va avoir le Black Friday qui va arriver, qui est l'Everest et Noël, puis les soldes d'hiver. Donc là, ce qu'il faut, c'est utiliser des outils d'IA ou pas d'IA, mais tels qu'un affilié, on en propose pour les deals, parce que, mine de rien, tu développes ton audience et tes revenus euh, en développant ton SEO. Ton SEO chaud, ton SEO froid. Le SEO froid, ça va être tes guides d'achat. Le SEO chaud, c'est les bons plans. Et il ne faut pas négliger les deux. Donc, pour travailler les deux, il faut que tu aies des guides d'achat à jour, dont il ne faut pas négliger l'importance. On a prédit la mort du guide d'achat, c'est loin d'être le cas. Le guide d'achat est toujours présent. Le bon plan sert vraiment la partie chaude du SEO. Ça renforce En fait, Google a besoin de voir qu'un média revient régulièrement sur un sujet pour le trouver pertinent et lui donner du poids. Si tu fais des bons plans tout le temps dans les téléviseurs, il va considérer que tu es pertinent dans les téléviseurs et ça va profiter aussi à tes guides d'achat et à l'ensemble de tes articles sur le thème du téléviseur. Donc il faut bien toujours penser SEO froid, SEO chaud et toujours mettre de l'affiliation partout où on peut en mettre parce qu'il ne s'agit pas de rater une ligne. Et de la même manière, là où on parlait aussi des réseaux sociaux, et je ne veux plus faire des distinctions entre réseaux sociaux et médias, ça ne veut pas dire pour autant que j'enterre le média. Les médias supportent hyper bien leur audience, elles sont excellentes aujourd'hui. Donc, ne cédons pas aux sirènes comme quoi les audiences des médias seraient en train de se vautrer. C'est pas le cas. Nous, on les voit. Et Médiamétrie, si tu fais tes analyses secteur par secteur, il y en a qui montent, il y en a qui descendent, mais dans l'ensemble, ça se vautre pas, hein. Ouais, alors on va peut-être passer un petit peu plus de temps là-dessus parce que Ouais. c'est très. Même moi, je suis le premier à dire que effectivement, les audiences, au mieux, elles sont stables, et au pire, bah, ça se casse un peu la Je figure. pense pas. Je pense Tu- que, tu vois, le secteur que je connais le mieux, c'est la tech, hein. Ouais. Je pense que la tech est en progression constante. Elle a jamais baissé. Mais là, tu parles du trafic naturel SEO, du trafic global et de l'audience globale avec tous Trafic les réseaux, global, etc. même hors réseaux sociaux, si tu prends le médiamétrie, tu prends la tech, c'est toujours en train d'évoluer. On a des acteurs comme Clubby, comme même les mieux, Frandroid fait des performances comme Ouais. jamais. Hmm. Ils sont tous, et d'ailleurs ils communiquent volontiers dessus, ils sont tous en train de C'est vrai. passer des paliers d'audience. Futura Science a communiqué encore ce matin sur des audiences formidables, Ouais, j'ai vu, ils ont fait où un ils ont million fait des... huit. Ouais. Mais c'est énorme. Hmm, 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 La presse n'est pas enterrée du tout. hmm. Intéressant. Mais par contre, c'est vrai que il y en a certains qui montent, il y en a qui descendent, mais ça ne veut pas dire que tout le monde descend, loin de Hmm. là. Sur les réseaux sociaux, moi j'ai discuté avec un partenaire au Canada avec lequel on est en train de trouver des pistes de travail collaboratives. Eux, ils sont beaucoup dans le monde de l'influence, dans le monde du voyage, et clairement, eux, ils disent le réseau social sur lequel il faut miser, c'est YouTube. C'est pour eux celui qui est aujourd'hui le plus développé en Mm. affiliation, le plus communément accepté, sur lequel tu as le plus de latitude aussi au niveau des liens. Donc, si en gros, tu n'en as qu'un à faire, c'est YouTube. Ouais. Après, ils n'ont pas non plus d'outils comme nous on a développé, qui sont par exemple les bots Discord. Donc, il y a des autres opportunités qui vont se faire par là.
Et nous, on a aussi entendu parler de choses qui vont être potentiellement intéressantes. C'est l'intégration de l'affiliation par message direct sur des réseaux sociaux comme Instagram. En fait, tu as des espèces de bots qui vont exister maintenant. Tu vas poster ton post sur Instagram, tu vas dire voilà, je vous présente le dernier jeu de société auquel j'ai joué. Si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un message et je vous donnerai plus d'infos. Et en fait, tu peux par API créer après un bot derrière où via un direct message sur la publication, tu vas répondre la disponibilité du produit, ses prix, etc. Et dans ce cas-là, ça va booster ta publication Instagram parce que tu as plein de direct messages qui vont du coup la valoriser. Et derrière toi, tu vas pouvoir générer de l'affiliation par ce biais-là. Nous, c'est partie des projets qu'on est en train de mettre dans la roadmap également de notre côté. Je pensais pas que Florent dévoilerait ça maintenant. Une exclusivité. Merci Florent. J'ai également vu passer une news sur YouTube. Euh, je crois qu'aux États-Unis, certains YouTubers ont accès à une fonctionnalité qui permet d'intégrer des produits avec des petites vignettes via l'affiliation. Je crois, vous en avez entendu parler, ou qui permet de taguer même des produits. Par exemple, il y a un YouTuber que je suis qui est Epic Gardening, qui fait Mhm. beaucoup d'affiliations. Vous le connaissez également. Non, je Je- connais pas ça. il, il a une chaîne YouTube qui est gigantesque, et il parle de jardinage en fait. Ok, cool. Et il va recommander des produits. Maintenant, il a même un e-commerce à lui en fait. Il a créé ses propres produits. Donc c'est un gros business. Et je crois qu'ils peuvent taguer, par exemple, il va dire, bah voilà, la pelle que j'utilise aujourd'hui. Et là, il va pouvoir taguer, comme on fait le chapitrage Mm. sur YouTube, le produit qui va rediriger. Alors, je sais plus si c'est en affiliation ou en lien brut e-commerce, mais je crois que c'est YouTube en train de tester certaines fonctionnalités comme ça aux US. Ok, bon, Super. faut qu'on regarde tout ça plus près encore. Ce que j'avais vu, c'est qu'effectivement, YouTube avait lancé des fonctionnalités de ce type-là qui s'adressaient aux gros, à des gens qui ont une grosse D'accord, communauté et qui pouvaient débloquer des fonctionnalités. Mais très honnêtement, il faut qu'on creuse plus que ça. Je suis pas expert encore sur ce sujet-là. d'accord. Aujourd'hui, un entrepreneur média vient vous voir et vous dit Ok, Florent Vincent, j'ai envie de lancer un nouveau projet. Je crois à fond à Affilize, je crois à fond à l'affiliation. J'ai pas envie de m'emmerder avec des OPS. Je suis prêt à laisser de l'argent sur la table, mais j'ai envie de faire que de la performance. Donnez-moi des pistes. Qu'est-ce que vous lui recommandez? Quel type de business et peut-être de thématique vous Alors aimeriez déjà, pas lui enterrer les proposer? OPS, sinon je me dédierais sur ce que j'ai dit avant, hein. Ouais. Donc non, les OPS font partie complète du modèle économique. Eh bien, ça revient à une autre question aussi, qui était sur les erreurs qu'on peut faire autour de l'affiliation. Donc une erreur à éviter, ou plutôt un bon choix à faire quand on lance un média ou on veut de l'affiliation, c'est le bon équilibre entre affiliation et publicité. Là, pour le coup, on a aussi un case sur 3615 Vincent, parce qu'on a la chance d'avoir un consultant anglais qui nous a partagé des infos assez détaillées sur l'impact de la présence publicitaire en termes de surface d'écran sur la performance de l'affiliation. Et il y a un lien direct. En fait, tu doubles ta performance d'affiliation si tu coupes ta publicité. Et d'ailleurs, petite anecdote, les numériques avaient commencé au départ sans aucune publicité, 100% affiliation. Et D'accord. après, on a toujours eu un équilibre très fin entre les deux, parce qu'on sait que tu ne peux pas transformer ton site en arbre de Noël, il ne le faut pas, il faut savoir ce que tu privilégies. Il y a des endroits où tu seras plus performant avec de la publicité classique, d'autres endroits, c'est l'affiliation, mais tu ne peux pas faire tout à la fois de manière massive. Donc, il faut que tu fasses des choix qui soient intelligents. Et donc, quel que soit le secteur, bah, c'est voilà, s'adapter à ça déjà. Ensuite, sur les niches, notre rôle n'est pas nécessairement d'aller sur les niches. C'est plutôt, une fois qu'il a choisi un thème, parce qu'il faut développer une expertise. Je ne peux pas lui demander d'être expert demain en cafetière. Si lui, il a une passion pour les cafetières, il sera pertinent, il racontera des choses plus intelligentes. Mais il faut quand même commencer par une passion, une expertise et avoir un propos un peu disruptif dans tes commentaires. Sinon, tu vas ressembler à la centaine de sites qui parlent déjà des machines à café. Donc, comment tu te distingues? Quelle va être ta ligne éditoriale? Est-ce que tu veux t'angler uniquement sur les produits fabriqués en France, par exemple, sur les matériaux? Donc, et voilà, ça va être ça, c'est ta plus-value, ta valeur ajoutée. Et après, nous, on va l'aider sur comment taguer,
comment lire ses revenus, ses audiences, de manière à apprendre des expériences qu'ils mènent avec nous et améliorer mois après mois de manière à grandir. Et vu Très qu'on bien. a un modèle économique qui est un rêve cher, on a tout intérêt à ce qu'ils grandissent en fait. Mhm. Les meilleures performances sur l'affiliation, vous le constatez, j'imagine, sur certaines typologies de contenu comme guide d'achat ou promo, contenu chaud, etc. Qu'est-ce que C'est vous constatez? hyper variable. On peut pas tirer de... En fait, la première conclusion, c'est plutôt il n'y a pas de type de contenu qui soit mort, quoi qu'on en dise. D'accord. Donc, on a des médias qui, contrairement à ce qu'ils pensaient, sont hyper forts en guide d'achat. Ils l'avaient sous-évalué au début, ils faisaient que des bons plans. Maintenant, il faut quasiment plus que des guides d'achat parce qu'ils ont un lectorat qui attend ça, en réalité. On en a d'autres, c'est plutôt les bons plans. Alors, c'est rarement des sites full bons plans. Ça, c'est quand même ce service à part. T'es rarement un média où tu fais des revenus uniquement en bon plan. Euh, donc, on va dire couramment, tu vas avoir 40% de revenus sur tes guides d'achat. Tu vas en avoir 30 sur des articles divers de fond ou des tests. Et tu vas avoir le reste sur du bon plan et anecdotique autour. Très clair. Aujourd'hui, si on passe sur le secteur de... Alors, je sais, vous définissez peut-être pas dans le secteur de la tech, mais Alors, nous, on est rangé dans la ad tech parce que c'est l'affiliation est également dedans, mais on n'a pas l'impression que ce soit vraiment lié. Mais par contre, effectivement, l'affiliation est dans le secteur de la tech. aujourd'hui, est-ce que vous voyez des opportunités pour d'autres typologies de SaaS qui pourraient aider les publishers sur lesquels vous ne souhaitez pas vous positionner vous parce que c'est pas votre priorité ou tout simplement pas votre modèle? Là, je vois pas trop, je t'avoue. Je sais pas trop à quoi on pourrait réfléchir dans ce sens-là. D'autres problématiques que les publishers ont et éventuellement qui pourraient être solutionnées par des solutions d'adtech. Il existe déjà beaucoup de choses, donc Non, puis après, nous, à chaque fois qu'on identifie de toute façon une problématique d'un éditeur, parce que chaque éditeur a ses problématiques, les influenceurs n'ont pas les mêmes que les médias internationaux n'ont pas les mêmes que les médias qui sont mono-pays. À chaque fois, on regarde, on étudie avec le client sa problématique et on trouve une solution. Aujourd'hui, ce qui a été le plus compliqué, si tu veux, chez Affili, c'est de constituer tout le socle de fonctionnement de l'outil, d'avoir toute cette gestion de flux, d'avoir toute cette gestion d'offres produits, cette problématique de gestion de cache, des tableaux, de mise à jour des liens, etc. Ça, c'est fait. Maintenant, on va à chaque fois en extraire une manière de fonctionner. On a démarré avec le tableau de prix, les liens. Maintenant, on fait les moteurs de recherche. On pourra à chaque fois extraire de Affilize une autre manière de gérer l'affiliation. Mais on a ce cœur et ce nœud central qui nous permet de répondre à quasiment tous les besoins. Et on a une équipe technique qui est aussi super performante, tant en UX qu'en dev, et on est capable de sortir à chaque fois des produits qui répondent aux besoins de nos clients. Donc, j'ai envie de te dire, tant mieux s'il y a d'autres problèmes à l'avenir et que des éditeurs viennent nous voir avec, on trouvera des solutions ensemble pour les débloquer. Un problème qu'on a résolu et qu'on n'imaginait pas résoudre au départ, c'était, par le passé, l'affiliation était souvent un frein SEO parce que ça alourdissait les pages. Et là, on a réussi à le transformer en outil pour le SEO. C'est-à-dire que euh, quand tu crées un tableau de prix avec Affiliate, ça va récupérer automatiquement le visuel en particulier. Donc le visuel, nous, on en optimise le format et on met les bons tags, on met le nom du produit, on met sa variation quand il y en a une. Donc du coup, pour l'interprétation de la page par Google, c'est favorable parce que tu as tout de suite le bon format d'image, l'image est bien taguée. Ensuite, le nom du produit, il est en H3. Donc du coup, on a mis au contraire des outils qui viennent renforcer le SEO. Donc les éditeurs ne s'y attendaient pas, mais ils avaient une problématique SEO qu'on résout au contraire ou qu'on contribue à améliorer. très clair. On passe aux questions de fin. Allez, C'est parti. Quel est l'outil ou le service que vous rêveriez d'avoir là pour votre boulot mais qui n'existe pas encore? Généralement, je pose cette question plus à des publishers, mais j'imagine qu'il y a aussi, vous, des choses qui vous bloquent dans le développement d'Affilize. Et vous dites, tiens, s'il y a une solution pour faire ça, ça serait quand même assez cool. moi j'ai plusieurs exemples. Le premier, c'est on avait un outil absolument génial. Et là, c'est ChatGPT qui vient nous foutre un bordel d'enfer parce qu'ils viennent de l'acheter et de dire à tous les clients, vous pouvez plus l'utiliser à partir de fin septembre. D'accord. Donc l'outil pour remplacer celui-là de rêve, on aurait bien aimé le trouver. On a trouvé forcément des solutions alternatives et la bascule est en cours de manière complètement transparente pour les clients. Mais voilà, il y a des outils techniques comme ça
Euh, Après, il y a surtout des outils où, quand on était nous éditeurs, on en rêvait et ça n'existait pas encore. Et en particulier sur la gestion des flux de prix. Parce que on parle de streaming de vidéos et aujourd'hui Affiliate, c'est du streaming de prix. Les technos de streaming de prix n'existaient pas il y a quelques années. Elles sont encore méconnues, il y a encore peu de gens qui savent les maîtriser. Il se trouve que c'est le cas de nos développeurs et c'est pour ça qu'on a réussi ce pari Affiliate. Mais cette maîtrise du streaming de données avec cette quantité de massive de données à traiter en temps réel et euh, voilà, ça c'est, on a eu la chance que ça existe au bon moment. Donc c'est pas un outil qu'on attend qui arrive. Heureusement, il était là au moment où on a voulu faire Affiliate et ça nous a considérablement changé la vie et simplifié le travail. Et ça a permis de fiabiliser surtout les choses, de les rendre beaucoup plus robustes que ce qu'on imaginait, que ce qu'on connaissait avant. Après, dans les outils du futur, il y en a un majeur sur lequel on va travailler, qui est l'analyse et la mise à disposition au sein d'Affilies des tendances de vente par secteur et par marchand, de manière à ce qu'un éditeur, quand il arrive, il ne voit pas seulement les baisses de prix du moment, mais également quels sont les produits les plus populaires en ce moment en France dans le domaine des baskets, par exemple. Donc ça, on en rêve, mais il se trouve que ce rêve, a priori, on a craqué le truc et on sait comment le faire. Donc, on va essayer de le faire le plus vite possible pour nos éditeurs. On espère l'avoir pour le Black Friday, sinon ce sera pour 2025. Mais on pense pouvoir faire quelque chose d'assez révolutionnaire en la matière. En matière d'IA également, on a Magic Match qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité de mettre de l'affiliation par IA de manière à ce qu'un éditeur, quand il veut juste tester l'affiliation, il met le petit doigt dans l'IA, il voit comme ça si ça fonctionne. On en a inventé une première version avec ce Magic Match, on en a d'autres à inventer. Forcément, ce qu'on a fait en 2023-2024 doit être complètement repensé pour l'avenir et être beaucoup plus performant. On l'a déjà repensé en partie, c'est-à-dire que par le passé, ça poussait un produit. Maintenant, on pousse des carrousels de produits, donc on peut avoir des palettes de produits détectés par l'IA. Mais on a encore énormément de choses à inventer en la matière. Très clair. Florent, tu veux compléter? Euh, Moi aujourd'hui, ce qui aujourd'hui est le plus time consuming pour Affilies, c'est en fait d'aller euh, importer et connecter tous les programmes d'affiliation du monde. C'est en fait un travail de fourmi. Et si moi il y avait un outil génial qui pouvait exister sur le marché, ce serait justement de faciliter cette partie-là. Parce qu'en fait, c'est juste très long et très lent. Et c'est d'ailleurs l'un des premiers freins dans l'affiliation, c'est quand tu veux démarrer, faut que tu contactes un par un chaque programme, que tu te fasses valider auprès de chaque programme, et c'est tellement lent et tellement long. Et quand tu dois le faire pour un secteur, c'est cool, enfin, c'est jouable. Quand tu dois le faire pour tous les secteurs dans tous les pays, ça devient juste trop long, trop compliqué. Du coup, moi, si je pouvais avoir un petit bouton magique où je pouvais avoir accès à tous les flux des marchands du monde, d'un coup, je prends tout de suite. Ah, j'imagine. Gros gain de temps, ouais. Ouais. Quelles sont les tendances qui vous stimulent le plus sur le marché du marketing à la performance? Ah, moi j'en ai une tout de suite. En fait, ce que je trouve fantastique avec ça, c'est que ça incite les producteurs de contenu à être plus fiables, plus précis. Et on a vécu pas mal d'années qu'on a tous qualifié volontiers de putaclic, où on a croisé des articles putaclic énormément, et il suffisait de générer de l'audience, tu collais un max de pub derrière et tu essayais de transformer avec la pub. L'affiliation, c'est l'opposé de ça. Tu ne fais de l'affiliation que si tu produis des contenus de qualité, si tu es fiable. Et je trouve ça formidable aujourd'hui d'être là où je suis, c'est-à-dire d'accompagner des éditeurs et de les aider à améliorer leur ligne éditoriale, à être plus fiables au quotidien. Et on le voit, je vois des médias qui sont de meilleur en meilleur. Donc après, on peut facilement les pointer du doigt en disant attention, regardez, ils utilisent du ChatGPT pour s'aider, pour la relecture, pour s'aider sur des plans. Peu importe en fait. ChatGPT, c'est comme une calculette. Hein. Faut savoir l'utiliser. Il va pas faire les calculs à ta place. Sinon. Faut savoir quoi additionner. Donc ChatGPT est un outil essentiel, mais un outil essentiel qui doit t'aider à faire des contenus, comme je disais tout à l'heure, disruptifs, étonnants, qui vont plaire à ton lecteur et que tu vas te renseigner de manière hyper utile. Et donc c'est ça qu'on est en train de vivre. Je suis persuadé qu'on est en train de vivre, quand bien même il y a cette masse de contenu gigantesque produite par ChatGPT, ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui font le meilleur boulot. Et c'est là qu'on est. On accompagne ceux qui font le meilleur boulot.
Donc ça, c'est hyper motivant. Pour compléter ce que dit Vincent, euh, nous, on a toujours vu l'affiliation comme un vrai levier qui va aider la presse et la production de contenu à avoir des revenus de manière indépendante. Mhm. Et nous, on a toujours été très engagés dans le côté production de contenu, journalisme, et je suis convaincu que si l'affiliation est utilisée à bon escient, ça peut être vraiment une troisième patte de revenus, ou une deuxième patte de revenus aux éditeurs qui va leur permettre d'avoir plus de moyens pour produire des meilleurs contenus, investir dans l'édito. Ça, pour nous, c'est top de pouvoir participer du coup, à cette génération de revenus pour les éditeurs dans cette optique-là. À contrario de la question précédente, quelles sont les choses qui vous inquiètent le plus aujourd'hui dans cette industrie? Alors, à chaud, j'ai pas un sujet d'inquiétude. Numéro un que je pourrais citer. En fait, j'ai l'impression que on a tout à créer et à inventer. Au contraire. Moi, C'est ce qui, ce qui m'inquiète, généralement, l'inquiet, c'est moi, c'est pas Vincent. ouais. Vincent, il est jamais inquiet. En fait, moi, ce qui aujourd'hui me perturbe, c'est parce que justement, j'ai cet affect très important sur la qualité du contenu. C'est aujourd'hui, maintenant, quand j'ouvre un contenu, je doute. Je me dis, mais qui a Hmm. écrit ça? Est-ce que c'est vraiment une personne qui l'a écrit? Est-ce que c'est un robot? Est-ce que le travail de qualité de recherche d'information a été fait? Et en fait, j'espère en fait qu'il n'y aura pas une espèce de doute qui va s'installer dans la défiance vis-à-vis des contenus produits euh, qu'on trouve sur Internet. Alors peut-être qu'au final, ça bénéficiera aux marques reconnues, aux personnes reconnues qui vont du coup mieux tirer leur épingle du jeu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je fais des recherches sur Internet, et c'est ce que j'apprends d'ailleurs aussi à mes enfants par ailleurs, c'est recouper l'information. Allez chercher plusieurs sources, ne vous fiez pas à une seule info pour être sûr d'avoir une donnée qui est bonne sur laquelle vous appuyez, quoi. Prochaine question, on l'a déjà plus ou moins évoqué lors du podcast, c'est quel est selon vous le futur des médias digitaux? Si vous voulez peut-être apporter de la nuance ou une autre réponse à ce que vous avez évoqué plus tôt. On l'a un peu évoqué, c'est d'être multicanal et de savoir parler différemment à des publics différents et qui évoluent. C'est-à-dire que on a un âge pour être sur un canal et puis on bascule sur le suivant, que ce soit le site web ou encore un autre réseau social. Donc il faut qu'une marque puisse exister sous plusieurs formes, avec les mêmes exigences tout le temps, de manière à ce qu'il y ait une cohérence de marque en effet, et donc continuer à cultiver cette notion de marque aussi et de fiabilité. Qu'on soit influenceur ou média, on est une marque et il faut Mhm. savoir défendre ses valeurs. On n'a pas évoqué tout à l'heure l'emailing, la newsletter. Hmm. Oui. Vous travaillez avec des éditeurs qui shootent des bases à la performance? En fait, la Philips peut tout à fait te générer des liens à intégrer dans tes newsletters. Aujourd'hui, par contre, tu peux pas mettre de dynamisme là-dedans, enfin, tu peux pas mettre des prix dynamiques, donc forcément tu vas avoir un contenu statique. On a dans les bacs la création d'un widget hyper light, en fait, à intégrer en HTML directement dans le newsletter. C'est quelque chose vers lequel on va aller, mais c'est pas une partie très importante de nos revenus à date. Mais en tout cas, on a tous les outils qu'il faut pour le faire. Mhm. Quand on pense newsletter et affiliation, on pense surtout au CPL, au coût par lead. Mais je pense qu'il y a de belles opportunités à développer des newsletters shopping thématiques avec une partie édito, une partie bon plan. Euh, je sais pas, c'est un business model sur lequel je réfléchis pas mal en ce moment et c'est vrai que j'ai parlé à pas mal de plateformes d'affiliation qui me disent non mais oublie le CPA via l'email ça marche pas, ça fonctionne pas, il y a pas assez de volume, c'est que du CPL, mais je pense que c'est parce qu'ils ont cette notion de newsletter très, par exemple un spécialiste de l'emailing va utiliser une base d'un gros groupe média pour la monétiser avec par exemple des demandes de CPL pour l'assurance ou l'immobilier, essai de voiture, etc. C'est vrai que c'est rentable quand c'est bien fait. Mais je pense qu'il y a des choses à faire dans le Ah, business t'as email tous les CPA. outils dans la boîte à Philips que tu peux.
que tu peux utiliser pour tester. Ça marche. Bah, ça m'intéresserait de tester parce qu'au-delà du côté, c'est vrai qu'avec MediaMoula, je fais du B2B, mais je parle chaque jour, je parle avec des entrepreneurs ou des gens qui développent des choses dans le secteur des médias. On a des échanges super intéressants et je regarde pas mal aussi ce qui se fait aux États-Unis et je vois que les newsletters, en fait, c'est un peu un retour aux sources et ça fonctionne toujours, quoi. C'est pas sexy, mais ça fonctionne. On peut créer une relation directe avec l'audience. On peut parler one-on-one. On peut aussi être plus ou moins. On peut dormir tranquille et pas être certain que demain on va se faire shooter par Google. Bon, il y a les challenges de l'email, de voir sa base passer en spam ou de délivrabilité, etc. Mais je pense qu'il y a des bonnes opportunités. Et justement, en utilisant la data d'Affilies. Dans le back-end, en fait, en tant qu'éditeur, imaginons un éditeur email, il a une base de personnes, encore une fois, je vais reprendre la thématique du jardinage, et il va sur Affilies, il regarde les tendances, les produits, les best performers, les deals, etc. Et il oriente sa stratégie édito email via vos données à vous. Je pense qu'il y a des belles choses à construire. Je ne sais pas ce que vous en pensez ou si des éditeurs nous écoutent et qui veulent également réfléchir là-dessus, moi ça m'intéresserait. Je pense qu'il y a des choses à faire. Quel est le groupe média ou le média qui vous inspire le plus? Interdiction de parler des numériques, même Oui, si non, je non, trouve ce que c'est serait. très inspirant et on le cite toujours. Donc, il est très régulièrement cité dans le podcast. D'ailleurs, je l'aurais pas cité. D'accord. Euh, Tu as eu rendez-vous avec Jean-François Ferraud et je Mhm. trouve que tu as typiquement le point. L'évolution qu'ils ont eue, elle est assez formidable. En un temps record, en un an, ils ont réussi à développer une ligne éditoriale d'une fiabilité intéressante. Un magazine comme Elle, également, est en train de faire des choses hyper intéressantes. C'était D'accord. une rédaction qui ne s'intéressait pas du tout au secteur et qui, il y a un an, se posait la question de la pertinence de l'affiliation sur un groupe comme le leur et qui aujourd'hui a trouvé toute une partie commerciale et d'efficacité intéressante. On a euh, des médias qui vont se diversifier grâce à ça. Tu vois, jeuxvideo.com qu'on connaît historiquement pour le jeu vidéo a toute une part maintenant liée au développement de produits high-tech et se développe comme ça. Gameblog y a trouvé un relais de croissance hyper Mhm. intéressant. Et des exemples, en fait, on en a plein. Donc, j'ai pas un exemple parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a trop de sources d'inspiration. J'ai encore Odopass, qui a trouvé un modèle économique à travers YouTube alors qu'ils existent à travers un site internet. On a French Hardware qui est sur Discord. En fait, j'ai l'impression d'être dans un flipper et la bille part dans tous les sens et tous sont inspirants et font des expériences hyper intéressantes. Alors, on essaye de les partager sur le 3615 ou sur le blog, de les communiquer parce que c'est, il faut qu'on évolue tous ensemble. On essaie de partager les meilleurs cas, mais pour le coup, il y a énormément d'inventivité en ce moment. C'est chouette à voir ça. Mhm. Très cool. Florent, tu as une réponse différente ou... Non, je vais compléter également dans le milieu du vélo. Alors, le milieu du vélo, on a deux médias qui utilisent Affiliés, qui sont Transition Vélo et le Clean deuxième, Rider. c'est Clean Rider. Je pense que c'est un milieu qui a beaucoup de potentiel. Je pense que par contre, les vendeurs de vélos sont aujourd'hui pas encore assez matures Mhm. complètement par rapport à l'affiliation. Notamment les vélos électriques, c'est souvent des nouveaux marchands ou des marchands qui n'ont pas l'habitude de ce secteur-là. Mais on voit que ça monte, on voit que les revenus commencent à s'additionner chez ces éditeurs-là. Et c'est pareil, c'est un autre secteur qui nous éclate à suivre et avec lequel on accompagne très volontiers les éditeurs qui sont lancés dans cette thématique. Après, je peux pas, je vais quand même sortir de la règle, hein, mais indirectement, après les numériques, il y a beaucoup de rédacteurs qui sont partis, qui sont essaimés et qui sont en train d'inventer des nouveaux supports et Mhm. parce qu'ils avaient cette culture de l'affiliation. Donc, tu as déjà croisé Labo Maison, tu as Ouais, croisé effectivement tout à fait. Transition Vélo. On en a d'autres qui sont justement dans le groupe de Télé 7 jours, par exemple, ou bien qui sont chez Webedia. Heureusement, ça essaime un petit peu partout et j'aime bien que cette culture de l'affiliation, avec cette notion de qualité comme ça, se développe partout. Mhm. C'est vrai que j'ai l'impression que le numérique, ça a été une très bonne école pour beaucoup de gens. Ce serait grossier que de dire que c'était la seule école, parce que pour le coup, Frandroid a fait en parallèle beaucoup de choses hyper intéressantes, que Clubic, qui existait encore avant les numériques, et qui avait une culture du comparateur de prix essentielle,
ils ont aussi inventé mille et une choses. Donc en fait, on a eu la chance, surtout en France, d'avoir beaucoup d'acteurs, et en proportion plus qu'ailleurs, je pense, qui ont été actifs dans le milieu de l'affiliation. Donc Mhm. c'est plutôt, on s'est tous émulés, on s'est tous inspirés les uns des autres. Le journal du geek, Presse Citron, ils font des choses aussi incontournables et majeures. Donc on a eu une saine émulation en fait entre plein de supports. Et ce qui est assez cool, je trouve, c'est que j'ai l'impression que justement entre les Clubic, les Frandroid, les numériques, Kelleops, etc., il y a également de l'entraide ou enfin j'ai pas l'impression que ça soit de la concurrence. Tout le monde est là et à observer ce que fait l'autre, à essayer de. J'ai l'impression qu'ils communiquent entre eux, ils partagent certainement des. Alors je suis pas du tout dans leur dans leurs opérations, donc je peux pas dire, mais c'est une C'est intuition que comme dans j'ai. le foot en plus, t'as du mercato, hein. Donc déjà ça aide. Ouais, Mais au-delà de ça, ouais, j'ai l'impression euh, qu'ils communiquent beaucoup entre eux pour échanger, oui, pour mais partager. parce que ça a été une génération qui a inventé les médias, inventé un modèle économique à peu près en même temps. C'est-à-dire qu'on s'est tous lancés entre 2000 et 2010 à peu près, hein. Mhm, Euh, et quelque part, on a tous bouffé de la terre, hein. mhm, Donc effectivement, chacun a gagné le respect du voisin et son admiration même et son inspiration. C'est-à-dire que tout le monde, à un moment, tout d'un coup, était un peu plus innovant dans un secteur et les autres en ont profité. mhm. Très chouette, très inspirant. Dernière question, est-ce que vous cherchez des partenaires, des contacts, est-ce que vous avez des recrutements en cours? Il y a toujours des Alors, recrutements en cours. recrutement, on a essentiellement aujourd'hui recruté des personnes dans la partie tech. Donc là, a priori, l'équipe est bien fournie. Je pense qu'on ouvrira des recrutements en 2025 sur des notions plutôt commerciales, des notions plus produits aussi. Ça, ce sera pour, à mon avis, la rentrée prochaine. Et au niveau des partenaires, nous, en fait, on est toujours en quête de relations avec les marchands pour aller ouvrir toujours de nouveaux programmes en France et à l'international. Donc ça, c'est partie de mon job, je suis notamment Richard aussi. On est en permanence en train d'ouvrir des nouveaux contacts, des nouveaux programmes, d'ouvrir des nouvelles plateformes. Là, je suis en train de discuter par exemple avec eBay, qui est un acteur assez incontournable qu'il faut intégrer et qui est pas le plus simple du tout à intégrer en Mhm. affiliation. Donc du coup, là, je suis en train de discuter avec quelques personnes de chez eux pour justement aussi débloquer et donner plus de possibilités dans leur intégration sur Affiliate. Puis la question, c'est aussi, quand on veut accélérer comme on le fait en Europe et à l'international, est-ce qu'on le fait seul ou accompagné de quelque manière que ce soit? Voilà, on est dans ces questionnements-là aussi. Mhm. Ok, très bien. Pour l'instant, l'audience est franco-française, mais si j'ai des contacts sur LinkedIn, j'échange pas mal avec d'autres personnes sur d'autres marchés, donc mais je pense qu'ils vous connaissent déjà. Je pense que effectivement, On vous n'a êtes qu'un déjà an des. en même temps. Ouais, ouais, mais c'est impressionnant. Je pensais, vous voyez, que vous étiez plus vieux, plus âgé sur Affilies, sur le J'ai développement quand même du. des cheveux gris, hein. Oui, effectivement. Ok. Et le meilleur moyen pour les auditeurs justement de vous contacter, c'est LinkedIn? On est Ouais, sur c'est bien. LinkedIn, on est très Ok. actif. Il y a un formulaire de contact sur Affiliate également que tu peux utiliser pour prendre directement rendez-vous avec nous. On est vraiment très très joignable. Ok, très Si bien. on nous cherche, on Puis nous trouve. on fait une démo dans la foulée et voilà. Très cool. Écoutez, tu vois, Vincent, tu disais on va pas prendre 2 heures, et puis finalement 1h57. Mais Merci beaucoup, Ronan, en tout cas. il fallait bien. Non, mais merci à vous. Merci énormément pour votre dispo, votre transparence, cet échange. Et je suis sûr que ça va générer plein de questionnements et de réactions auprès des éditeurs et peut-être auprès des annonceurs également, des plateformes d'affiliation. Et je vais suivre pardon, de très près les prochaines aventures d'Affilies. Et ça sera avec plaisir de parler de vous sur le podcast de nouveau. Si vous avez des nouveautés, n'hésitez pas à me contacter. Ça Merci, marche. Ronan. Merci Merci Ciao. Ronan, beaucoup. excellente À journée. bientôt. Merci. Salut.